5, 4, 3, 2, 1. Ils sont partis. Radio X Files avec Christian Page et Marceau. Radio X. 18h01, presque 2 minutes. Bonsoir, bon vendredi. Bienvenue sur les ondes de Choix 98.1 Radio X. Et non, ce n'est pas Marceau pour la dernière de votre rendez-vous unique à Québec pour les phénomènes étranges et inexpliqués. C'est Camille, en remplacement de Yannick. Et on a toujours avec nous l'animateur de cette émission Radio X-Files, Christian Page. Monsieur Page, mes hommages. Bonsoir Camille. Ça va bien? Oui, ça va bien. Écoute, on avait eu l'occasion de se parler à quelques reprises, je pense, durant les émissions de Marceau, mais c'est la première fois que nous faisons un Radio X-Files ensemble. Oui, et même dans la saison de Ouellette en direct, on a eu l'occasion d'avoir une longue jasette avec toi sur ta carrière aussi. C'est la dernière fois, la plus récente qu'on a discuté. Un jour, je ferai peut-être une biographie de moi-même. Une biographie de moi-même. Oui, il y en aurait long à dire, je suis certaine. Oui, effectivement, écoute, toutes sortes d'anecdotes. J'en finis jamais de raconter des anecdotes de voyage ou des anecdotes liées à des investigations menées sur des lieux hantés ou des endroits où se sont produits des phénomènes mystérieux. Bon, écoute, c'est vrai qu'effectivement, je pourrais faire une monographie uniquement pour raconter ces histoires-là. Mais ce soir, oui, on va aussi parler de phénomènes étranges et là, qui ne me concernent pas directement, mais qui, bien sûr, intéressent nos auditeurs. Et le sujet de ce soir est l'étrange possession d'Esther Cox. Oui, ça, c'est assez amusant parce que je l'ai choisi, ce thème-là, spécialement pour toi. Oh oui? Parce que, oui. Et je m'explique parce que, bon, j'avais sur mon ardoise toutes sortes de sujets. Bon, est-ce que ce soir, on prend une histoire d'une créature mystérieuse? Est-ce qu'on prend une histoire d'OVNI? On sait qu'on parle beaucoup d'OVNI ces temps-ci dans les médias. Et puis, je me suis dit, comme c'est Camille qui va co-animer et comme je sais que la gente féminine est généralement plus intéressée par des histoires de fantômes et de possessions que par les OVNI ou les créatures mystérieuses, j'ai donc porté mon choix sur une histoire de fantôme, mais une histoire de fantôme excessivement importante, même si, je te dirais, au cours des dernières décennies, elle est tombée un peu dans les oubliettes, mais c'est une histoire à la fin du 19e siècle qui a marqué l'histoire du Canada. On en a parlé d'un bout à l'autre du Canada, et en particulier dans les provinces maritimes où l'événement s'est produit. Ça s'est produit en Nouvelle-Écosse, à Amherst, et je dois t'avouer, pour avoir enquêté sur cette histoire-là, je suis allé là-bas, j'ai visité le musée de Northumberland, qui ont conservé des objets liés à cette histoire-là, notamment des articles de journaux à l'époque qui avaient été publiés. Et encore en Nouvelle-Écosse, dans cette région, dans le comté de Northumberland, et en grande partie autour de Amherst, qui est passé d'un petit village à une ville de taille moyenne. 5, 4, 3, 2, 1. Ils sont partis. Radio X Files avec Christian Page et Marceau. Radio X. 18h01, presque 2 minutes. Bonsoir, bon vendredi. Bienvenue sur les ondes de Choix 98.1 Radio X. Et non, ce n'est pas Marceau pour la dernière de votre rendez-vous unique à Québec pour les phénomènes étranges et inexpliqués. C'est Camille, en remplacement de Yannick. Et on a toujours avec nous l'animateur de cette émission Radio X-Files, Christian Page. Monsieur Page, mes hommages. Bonsoir Camille. Ça va bien? Oui, ça va bien. Écoute, on avait eu l'occasion de se parler à quelques reprises, je pense, durant les émissions de Marceau, mais c'est la première fois que nous faisons un Radio X-Files ensemble. Oui, et même dans la saison de Ouellette en direct, on a eu l'occasion d'avoir une longue jasette avec toi sur ta carrière aussi. C'est la dernière fois, la plus récente qu'on a discuté. Un jour, je ferai peut-être une biographie de moi-même. Une biographie de moi-même. Oui, il y en aurait long à dire, je suis certaine.
Oui, effectivement, écoute, toutes sortes d'anecdotes. J'en finis jamais de raconter des anecdotes de voyage ou des anecdotes liées à des investigations menées sur des lieux hantés ou des endroits où se sont produits des phénomènes mystérieux. Bon, écoute, c'est vrai qu'effectivement, je pourrais faire une monographie uniquement pour raconter ces histoires-là. Mais ce soir, Oui. on va aussi parler de phénomènes étranges et là, qui ne me concernent pas directement, mais qui, bien sûr, intéressent nos auditeurs. Et le sujet de ce soir est l'étrange possession d'Esther Cox. Oui, ça, c'est assez amusant parce que je l'ai choisi, ce thème-là, spécialement pour toi. Oh oui? Parce que, oui. Hey, curieuse! Voilà, et je m'explique parce que, bon, j'avais sur mon ardoise toutes sortes de sujets. Bon, est-ce que ce soir, on prend une histoire d'une créature mystérieuse? Est-ce qu'on prend une histoire d'ovni? On sait qu'on parle beaucoup d'ovni ces temps-ci dans les médias. Et puis, je me suis dit, ben, comme c'est Camille qui va co-animer et comme je sais que la gente féminine est généralement plus intéressée par des histoires de fantômes et de possessions que par les ovnis ou les créatures mystérieuses, j'ai donc porté mon choix sur une histoire de fantôme, mais une histoire de fantôme excessivement importante, même si, je te dirais, au cours des dernières décennies, elle est tombée un peu dans les oubliettes, mais c'est une histoire à la fin du 19e siècle qui a marqué l'histoire du Canada. On en a parlé d'un bout à l'autre du Canada, et en particulier dans les provinces maritimes où l'événement s'est produit. Ça s'est produit en Nouvelle-Écosse, à Amherst, et je dois t'avouer, pour avoir enquêté sur cette histoire-là, je suis allé là-bas, j'ai visité le musée de Cumberland, qui ont conservé des objets liés à cette histoire-là, notamment des articles de journaux à l'époque qui avaient été publiés. Et encore en Nouvelle-Écosse, dans cette région, dans le comté de Cumberland, et en grande partie autour de Amherst, qui est passé d'un petit village à une ville de taille moyenne, l'histoire de Esther Cox, cette jeune femme qui était comme entourée de phénomènes mystérieux, sinon possédée par Robert le fantôme, comme on va le dire, on va le raconter. Oh. Cette histoire-là continue de faire énormément jaser. Tous les jeunes connaissent l'histoire d'Esther Cox. Cette histoire-là a été adaptée dans des théâtres, aussi bien des théâtres professionnels. On en a fait des pièces qui sont jouées par des comédiens professionnels, et dans les écoles, principalement les écoles secondaires, souvent l'histoire d'Esther Cox, parce que c'est un huis clos qui est très facile à monter. L'histoire d'Esther Cox a alimenté énormément de jeunes scénaristes en herbe en créant des scénarios autour de cette histoire-là d'Esther Cox. Et si tu me demandais quelles sont les histoires les plus importantes jamais racontées dans le domaine des fantômes au Canada, l'histoire d'Esther Cox figurait en très bonne place, parce que à l'époque, fin du 19e siècle, c'était l'histoire de fantômes au superlatif. Et comme on va le voir, dans cette histoire-là, mais comme dans d'autres histoires, les auditeurs de Radio X-Files qui sont habitués à nos histoires de poltergeist vont retrouver les mêmes éléments. On a souvent l'impression, dans les cas de poltergeist, qu'on est toujours à répéter la même histoire. Ce ne sont que les lieux et les intervenants qui changent. Mais tous les ingrédients sont là. C'est une très bonne histoire de fantôme. Et ça, donc, on va en parler dans la deuxième partie de l'émission. Et après cette capsule d'à peu près 20 minutes qui nous raconte l'histoire d'Esther Cox, on va se retrouver pour discuter ensemble des points forts et des points faibles de cette histoire-là. Même si elle remonte à 140 ans, il y a quand même des éléments qu'on peut discuter aujourd'hui avec, à la lumière des recherches menées dans le domaine de la parapsychologie, donc l'étude des phénomènes paranormaux est principalement liée aux possibilités, aux facultés humaines, donc de télékinésie, de clairvoyance, de perception extrasensorielle. Donc tous ces phénomènes-là sont reliés sous un gros parapluie qu'on appelle les recherches en parapsychologie. Les phénomènes de poltergeist font partie du nombre. Donc, on va se retrouver après et se dire, aujourd'hui, en 2021, quand on regarde l'histoire d'Esther Cox, qu'est-ce qu'on peut en dire? Quels sont les points faibles et les points forts? Donc, ça, après notre présentation de la capsule. Donc, ce soir, notre thématique pour terminer notre saison, ce sera l'étrange possession ou le poltergeist. On est vraiment à cheval entre les deux. L'étrange possession d'Esther Cox. Sans se connaître beaucoup, Christian, effectivement, tu es dans mes tales et j'ai bien hâte d'en apprendre davantage. Mais d'abord, on a les actualités de la semaine et tu voulais nous amener sur Vénus.
C'est vrai, parce que, et Vénus, on parle bien de la planète Vénus et non pas la déesse de l'amour. Donc oui, effectivement, Vénus, parce que depuis quelques mois, on parle, et avec raison, on parle beaucoup de Mars. C'est devenu un peu le sujet qui intéresse le plus les astronomes amateurs et ceux qui s'intéressent à la vie extraterrestre. Et quand je parle de vie extraterrestre, bien sûr, je parle d'exobiologie, donc de recherche scientifique sur l'existence ou la présence de vie sur d'autres planètes. Et actuellement, le point d'intérêt est tourné, nos yeux sont tournés vers Mars avec l'atterrissage, il y a quelques mois maintenant, de Persévérance, Oui. qui nous transmet des informations, des images. Et ce petit robot, ce petit hélicoptère martien qui en est à son 6e ou 7e vol et qui nous surprend toujours, hein, s'imaginer qu'à des millions de kilomètres de la Terre, des gens sur Terre manipulent un drone qui vole au-dessus d'une planète qui, pour l'instant, n'est habité que par des robots. Oui. Faut pas se le cacher. Mars n'a comme habitants que des robots. Donc, c'est vrai que c'est fascinant de s'imaginer ça à des millions de kilomètres de la Terre, toute cette connexion que l'on a grâce à la technologie entre notre monde et ce monde lointain. Mais je dirais, dans le grand intérêt de la recherche dans le domaine de la vie extraterrestre et dans le domaine de la recherche sur notre propre système solaire, il y a une méconnue, qui pourtant nous semble très familière et très connue, mais qui ne l'est pas tant que ça, et c'est la planète Vénus. Hein, Vénus a souvent été décrite comme étant la sœur jumelle de la Terre. Hein? Oui. C'est la deuxième planète à partir du Soleil. Et c'est vrai qu'au niveau de sa masse, au niveau de son diamètre, elle peut ressembler un peu à la Terre. Elle est aussi entourée de nuages. Mais là, à peu près, ça arrête toute comparaison. C'est amusant parce que à une époque, quand on dit ça, ça nous semble tellement invraisemblable, mais quand on pense qu'il y a 70 ans, par exemple, hein, donc la génération de tes grands-parents, on ignorait s'il existait des planètes en dehors de notre propre système solaire. On l'imaginait, on s'en doutait. On voyait bien qu'il y avait des millions, des milliards d'étoiles. Et on se disait, ces millions, milliards d'étoiles doivent certainement avoir des planètes comme notre Soleil a. Et à l'époque, si on remonte dans les années 60, 70, on avait 9 planètes. Hein? Pluton était encore dans le giron des planètes avant d'être rétrogradé. Et donc, on avait ces planètes et on se disait, bon, on a 9 planètes. On suppose qu'il doit y avoir des planètes autour des autres étoiles, mais on n'en avait pas la preuve. Donc, les seules planètes qu'on pouvait observer étaient celles qui étaient dans notre propre système solaire. Et quand on regardait vers Vénus, et là, on recule dans les années 1950, c'était bien avant l'exploration spatiale avec des sondes, on regardait Vénus avec des télescopes, et bien sûr, son atmosphère, la planète nous était cachée par son atmosphère dense, mais on imaginait des mondes sur Vénus, on imaginait que Vénus ressemblait à la Terre. On l'avait surnommée la sœur jumelle de la Terre, on l'appelait aussi parfois l'étoile du berger. Oui. Parce que comme c'est l'étoile, en fait la planète la plus brillante dans le ciel, on suppose que lorsque dans la Bible on parle de ces rois mages qui se sont rendus vers l'étable de la nativité à Bethléem, ils ont été guidés par une étoile. Alors on se dit c'était peut-être la planète Vénus, cette étoile excessivement brillante dans le ciel et qui est connue bien sûr depuis l'Antiquité. Donc on l'a surnommée l'étoile du berger. C'est également l'étoile on l'appelle aussi l'étoile du matin parce que lorsque le soleil commence à se lever et que la clarté du jour efface les autres étoiles dans le ciel, la dernière à disparaître, si elle est dans ton champ de vision, c'est la planète Vénus, parce qu'elle est tellement brillante qu'elle reste plus longtemps visible dans le ciel au lever du jour, d'où son surnom de l'étoile du matin. Mais on fantasmait sur Vénus. Hein? Dans les années 50, par exemple, c'est assez amusant, quand est apparu le mouvement des contactés, hein? Lorsque le phénomène des soucoupes volantes apparaît à la fin des années 1940, là on s'imagine d'abord, il doit s'agir de martiens, c'est des gens qui viennent d'autres planètes, et on voit apparaître assez rapidement des gens, des escrocs, entre toi et moi, qui vont commencer à prétendre être en contact avec ces visiteurs de l'espace, ses frères et ses sœurs de l'espace. Bon, aujourd'hui, Raël nous dit que lui est en contact avec les Elohim, hein, des extraterrestres venus de l'autre côté de la galaxie, mais dans les années 50, on n'allait pas si loin que ça. On allait à côté. Ouais, c'est ça. Comme on savait pas s'il y avait des planètes
autour des autres étoiles, on choisissait dans notre jardin. Ah. Et dans notre jardin, comme Vénus ressemblait, ou on croyait qu'elle ressemblait à la Terre, c'est incroyable le nombre de contactés qui se sont réclamés être en contact avec des Vénusiens. Alors, le plus célèbre d'entre eux, début des années 50, on a un type aux États-Unis, George Adamski, qui recevait presque de manière hebdomadaire la visite de ces Vénusiens. Et peut-être à cause de Vénus, ces Vénusiens étaient décrits comme des hommes et des femmes d'une très grande beauté, avec une grande chevelure blonde, presque des pin-ups sortis directement des magazines pour hommes. Là, on voit un peu l'image que l'on se faisait de ces Vénusiens. Mais malheureusement, lorsque l'exploration spatiale a débuté avec des sondes, on a commencé à s'intéresser aux planètes les plus proches, donc la planète Mars et la planète Vénus. Et dès les années 60, on a commencé à avoir une autre vision de Vénus. Donc des sondes ont été envoyées vers Vénus, des sondes américaines et soviétiques en particulier. Les soviétiques avaient un programme très ambitieux qui s'appelait le programme Venera, et ils ont réussi au début des années 1980. Donc déjà dans les années 60, on a envoyé des sondes. Quand on parle de sondes spatiales, il faut toujours se rappeler que bien souvent, les sondes sont composées de 2 robots. Un robot qu'on appelle l'orbiteur, qui se met en orbite autour de la planète et avec des appareils télémétriques nous renvoie des informations sur la densité de l'atmosphère, les gaz qui composent l'atmosphère, des relevés géologiques ou géographiques de la planète. Donc ça, c'est l'orbiteur. Et dans certains cas, il y a un atterrisseur, donc un vaisseau qui peut se poser sur la planète et nous renvoyer des images, comme c'est le cas, par exemple, de Persévérance sur Mars. Dans le cas de Vénus, donc les Soviétiques, les Américains et les Soviétiques avaient des programmes ambitieux, mais le plus ambitieux était quand même le programme Venera de l'ancienne Union soviétique. Donc, dès les années 60-70, ils ont envoyé des sondes vers Vénus. Ils ont réussi le tour de force de faire atterrir à la fin des années 70, début des années 80, des vaisseaux sur Vénus. Et là, bien sûr, les images qui nous ont été transmises nous ont fait complètement oublier cet univers idyllique qu'on imaginait sur Vénus. Il faut savoir que Vénus est un monde inhabité et inhabitable. C'est une planète dont la température de surface atteint quelque chose comme 450 degrés centigrades. C'est tellement chaud que le plomb fond. C'est une température au-delà du point de fusion du plomb. La pression atmosphérique est 90 fois supérieure à ce qu'on retrouve sur Terre. Donc, pour avoir le même type de pression atmosphérique qu'on rencontre sur Vénus, il faut que tu plonges sous l'eau et que tu descendes à 900 ou 1000 mètres de profondeur. Donc, tu t'imagines cette pression de l'eau qui va t'écraser. C'est la pression que représente l'atmosphère de Vénus à sa surface. Okay. Et crois-le ou non, donc, l'atmosphère est composée en partie de dioxyde de carbone, donc un gaz empoisonné. Et crois-le ou non, quand il pleut sur Vénus, il pleut de l'acide sulfurique. Oh, OK. On ne pourra jamais habiter là. Non, tu t'imagines donc que ça, c'est très difficile pour les parapluies. Donc, on a vite oublié Vénus comme étant cette idée de la planète ou la jumelle de la Terre. On l'a un peu oublié. Et comme les sondes Venera s'étaient posées sur Vénus au début des années 80, puis il faut le dire, elles n'ont pas fonctionné très longtemps. Les sondes les plus performantes, on pense de Venera 13 et Venera 14. Dans un cas, elle a fonctionné, les caméras, les systèmes à bord ont fonctionné pendant 2 heures, et ça, c'est l'exploit. Voilà. J'allais te poser la question, Christian, est-ce qu'on serait capable de faire comme on fait actuellement avec les rovers sur Mars et de repartir en mode exploration, mais tu sembles répondre à ça. Là. Voilà, donc lorsqu'on a mis ces robots sur Vénus, Venera 13, qui est celui qui a le mieux performé, les systèmes ont resté fonctionnels pendant à peu près 2 heures. Venera 14 en prend même pas 1 heure, ça a été, je crois, 56 minutes ou quelque chose comme ça, justement à cause des conditions à la fois climatiques, mais également la pression et la température qui règnent sur Vénus. Donc, on avait mis un peu de côté Vénus parce que c'est un défi majeur que d'essayer d'explorer Vénus. Et Mars nous semblait, donc, et déjà au départ, Vénus n'était pas une candidate à la possibilité qu'il y ait de la vie sur Vénus. Ça, c'était assez clair. Donc, Mars était un candidat beaucoup plus intéressant, et c'est pourquoi, à partir des années 70, les Américains se sont surtout tournés vers Mars. Les Soviétiques aussi se sont tournés vers Mars, mais ils ont connu un nombre d'échecs incroyables. C'est vraiment les Soviétiques ont joué de malchance avec l'exploration de Mars, alors que les Américains ont connu de beaux succès, et on le voit avec Persévérance, c'est un autre des très beaux succès américains. Mais on a décidé finalement de se retourner vers notre vieille compagne,
Vénus, on s'est dit, il faudrait bien quand même y retourner parce que les technologies ne sont plus les mêmes, les conditions nous sont connues, on serait donc en mesure de pouvoir faire atterrir des vaisseaux sur Vénus. Probablement que ces vaisseaux donneraient de meilleures performances que les sondes Venera dans les années 80. Donc la NASA a annoncé il y a 2 semaines, le 2 juin, elle a annoncé qu'elle allait mettre sur pied un programme qui allait lancer vers Vénus aux alentours de 2028-2030 2 nouvelles sondes, la sonde Da Vinci Plus et une autre sonde qui va s'appeler Veritas. Ce qui nous intéresse le plus, Veritas, il faut le dire, ce sera seulement un orbiteur, donc une sonde qui va se mettre en orbite autour de Vénus et nous transmettre de l'information sur beaucoup plus élaboré que ce que nous avaient transmis les sondes dans les années 80, les sondes soviétiques. Puis il faut le dire aussi, la dernière sonde américaine envoyée vers Vénus date quand même de 1990, une sonde américaine qui s'appelait Magellan, qui a tourné autour de Vénus, qui nous a renvoyé de l'information sur son atmosphère, sur ses conditions géologiques, géographiques, mais c'est quand même quelque chose qui remonte à 30 ans maintenant. Donc, on a décidé d'y retourner, ces 2 sondes. Donc, la sonde Veritas va se mettre en orbite autour de Vénus, avec des systèmes de laser, va pouvoir faire une cartographie complète de la planète. Et le plus intéressant, c'est la seconde sonde, la Da Vinci Plus. Elle sera équipée d'un atterrisseur, donc il va y avoir une partie orbiteur qui va se mettre en orbite autour de la planète, mais l'atterrisseur, lui, une espèce de grosse sphère métallique, va se poser sur Vénus. Il aura, pour ainsi dire, il aura un nez, des yeux pour sentir et voir ce qui se passe sur Vénus. Et parmi les programmes inscrits dans l'agenda de ces sondes, il faut savoir que Vénus la vie telle qu'on la connaît, comme sur Terre, la vie est composée à partir du carbone. Et ce carbone, il a besoin d'un diluant, d'un solvant, et le solvant, c'est l'eau. Donc, le carbone et l'eau ont donné des réactions chimiques qui ont permis à la vie de se développer. Et l'eau est composée d'hydrogène, d'oxygène. Donc, on imagine, quand on entend des scientifiques qui parlent de la vie comme on la connaît, on parle d'une vie sur la base du carbone. Évidemment, on pourrait se poser la question, est-ce qu'il ne pourrait pas y avoir d'autres formes de vie dans l'univers basées sur d'autres éléments? Et la réponse, elle est oui. On pourrait prendre, par exemple, de la silice, donc du sable, et le mélanger avec de l'ammoniac. L'ammoniac, à très, très basse température, peut être liquide. Et donc, on pourrait les mélanger et on pourrait anticiper une réaction chimique qui pourrait éventuellement donner l'apparition d'êtres organiques. Mais, quand on regarde l'ensemble de l'univers, l'ammoniac et la silice sont des matériaux qui sont excessivement rares comparés au carbone, l'hydrogène et l'oxygène. Oh. Donc, tu comprends? Donc, si on regarde dans l'univers, bien sûr, il y a d'autres combinaisons possibles, mais le carbone, l'hydrogène et l'oxygène sont tellement répandus dans l'univers que s'il existe d'autres formes de vie dans l'univers, elles doivent être certainement basées sur ce principe-là, puisque ce sont les éléments les plus courants que l'on rencontre dans l'univers. Et j'imagine que c'est une réponse qui fait notre affaire. Et je te pose la question, Christian, est-ce que la recherche scientifique en ce moment sur la découverte soit d'une nouvelle planète ou d'une planète habitable ou encore d'un autre système solaire ou de milliers de planètes, tu comprends ce que je veux dire? Oui. Est-ce que c'est uniquement axé sur de se trouver une autre planète pour que l'humain puisse survivre, c'est pour aller coloniser d'autres planètes? Est-ce que la recherche en ce moment, c'est uniquement centré là-dessus? En fait, c'est un des programmes. Quand on pense, par exemple, à des penseurs comme Stephen Hawking, il disait, la Terre, on en a à peu près encore pour 150 ans. Fait que donc, d'ici 150 ans, il va falloir, on va avoir ou bien épuisé les ressources de la Terre, ou la surpopulation va faire qu'on va devoir immigrer, ou on aura rendu l'atmosphère ou l'environnement terrestre inhabitable. Oui. Donc, évidemment, c'est un scénario excessivement pessimiste. Donc, on regarde ailleurs ce qui pourrait être fait. Et bien sûr, quand on regarde les autres planètes, les exoplanètes, parce que tantôt on parlait dans les années 50, on ne savait pas s'il y en avait. Maintenant, on le sait, c'est un peu la norme. Presque on suppose qu'une étoile sur 2 a des systèmes de planètes qui gravitent autour. Okay. Et dans bien des cas, ces planètes qui gravitent autour, il y a ce qu'on appelle la zone de vie, toujours en considérant, bien sûr, la vie telle que nous la connaissons. Toujours une vie basée sur le carbone, l'hydrogène et l'oxygène. Donc, il y a ce qu'on appelle la zone de vie. La zone de vie, c'est une
une zone où il faut que la planète ne soit pas trop proche du Soleil pour que l'eau à sa surface s'évapore et devienne de la vapeur. Et il ne faut pas qu'elle soit trop éloignée non plus pour que l'eau devienne de la glace. Donc, on a une température, il faut à des moments donnés que la surface de la planète, la température se situe entre 0 degré centigrade et le 100 degrés centigrade. Donc, permettre à l'eau d'être liquide. Et là, à ce moment-là, on peut y avoir une réaction chimique. Donc, c'est ce qu'on appelle la zone de vie. Et quand on regarde les autres étoiles, au moment où on se parle, on a à peu près 5000 exoplanètes qui ont été observées dans l'univers. Okay. Donc, des planètes qui gravitent autour de d'autres soleils. Et de ce nombre, on en a une centaine à peu près qui sont dans ce qu'on appelle la zone de vie. Il y en a sûrement d'autres, mais celles, on a pu en observer une centaine qui étaient dans la zone de vie, donc des planètes qui ressemblent assez à la Terre et qui sont ni trop proches ni trop éloignées de leur Soleil, qui permet, s'il y a de l'eau à la surface, que cette eau soit à l'état liquide et donc permettre les échanges chimiques nécessaires pour que la vie puisse s'y développer. Et si la vie peut s'y développer, bien sûr, l'idée de nous coloniser ces planètes devient une perspective qui est envisageable. D'accord. Donc, oui, vas-y, poursuis, Christian. J'allais dire, donc, bien sûr, c'est cette idée-là d'aller vers une autre destination, elle est une préoccupation bien réelle, mais la première préoccupation, c'est est-ce qu'il existe de la vie ailleurs dans l'univers? Parce que quoi qu'on en dise, Camille, même si on parle des ovnis, les extraterrestres, on est très enthousiaste avec ça, oui. Il ne faut pas se le cacher, la seule place jusqu'à présent où on a observé de la vie, c'est sur la Terre. Quoi qu'on en dise, je sais qu'il y a des gens qui vont sortir leur crayon puis leur papier en disant « Oui, mais s'il y a des milliards et des centaines de milliards d'étoiles multipliées par des centaines de milliards de planètes, il faut qu'il y ait de la vie. » Oui, mais le « il faut qu'il y ait de la vie », c'est pas une preuve. Tu comprends? C'est beau, ça, là. Mais en ce moment, au moment où on se parle, la seule place où on n'a jamais observé de la vie, c'est sur la Terre. Évidemment, les statistiques font que l'univers est tellement grand, il y a tellement de planètes, tellement d'étoiles, que c'est quasi invraisemblable d'imaginer que la seule place où la vie se soit développée soit sur la Terre. Ça se paraît invraisemblable. Mais on a une deuxième étape à franchir, même si on considère qu'il y a peut-être des milliards ou des centaines de milliards de planètes dans l'univers où la vie s'est développée, rien ne prouve que cette forme de vie se soit développée au point de développer l'intelligence. Ça, c'est un grand problème, parce que quand on parle de la vie, les scientifiques reconnaissent que les mécanismes qui permettent à la vie d'apparaître sont des mécanismes relativement simples. Donc, d'imaginer des planètes où la vie pourrait s'être développée, c'est tout à fait vraisemblable. Mais comment apparaît l'intelligence? Ça, on ne le sait pas. Est-ce qu'il se pourrait bien qu'au moment où on se parle, même si l'univers représente des étendues infinies, il se pourrait bien que la seule forme de vie intelligente qui existe dans tout l'univers soit sur la Terre. On ne le sait pas. Qu'est-ce qui fait que dans les mécanismes de l'évolution, que l'intelligence va apparaître? Est-ce que c'est accidentel? Est-ce que c'est un mécanisme naturel qui se produit ad nauseam ailleurs dans l'univers? On l'ignore. On n'a aucune idée de ça. Donc, oui, la vie doit certainement pulluler partout dans l'univers. Les formes de vie intelligentes, ça, on n'en a absolument aucune idée. Et c'est un peu pour répondre à ces grandes questions de l'apparition de la vie. Au moins, si on savait s'il y a de la vie ailleurs, on pourrait déjà anticiper cette deuxième étape de la vie intelligente. Et c'est un peu ce que fait Persévérance. Parmi les programmes majeurs du vaisseau Persévérance, c'est de déterminer est-ce qu'il y a sur Mars une vie qui existe là dans le sous-sol de Mars, ou est-ce qu'il y a eu autrefois, parce qu'on le sait, les conditions de la planète Mars étaient très différentes il y a des milliards d'années comparées à ce qu'elle est aujourd'hui. Mars, à un moment donné dans son histoire, a à peu près perdu toute son atmosphère. Et en ce faisant, bien sûr, elle a perdu cet effet de serre qui réchauffait la planète, elle s'est refroidie, et aujourd'hui, son atmosphère est tellement ténue que des formes de vie telles qu'on les connaît ne pourraient pas exister. Mais on se dit... Je regarde le temps, Christian. Je ne sais pas si on est mieux de passer peut-être à un deuxième sujet. Oui. J'étais parti, mais écoute,
tout ça pour te dire que, écoute, oui, c'est vrai on est parti de ça, mais tout ça pour te dire que c'est très enthousiasmant, ces programmes lancés par la NASA. L'Agence spatiale européenne a décidé également d'emboîter le pas en envoyant, elle aussi, pour à peu près la même période, une sonde vers Vénus. Et il faut savoir, même si les chances de trouver de la vie sur Vénus sont excessivement faibles, il y a quand même un scénario qui permettrait que des formes de vie basées sur le carbone puissent exister dans l'atmosphère de Vénus, pas à sa surface, mais quelque part dans l'air de Vénus, il pourrait y avoir des micro-organismes vivants basés sur le principe du carbone, hydrogène, oxygène. Et bien sûr, ces sondes que la NASA compte envoyer aux alentours de 2028-2029 auront pour mission de déterminer, bon, d'une part, d'enrichir nos connaissances sur la planète Vénus, mais également de déterminer s'il y a des formes de vie qui peuvent exister dans l'atmosphère de Vénus. Des vies extraterrestres, c'est la deuxième nouvelle. Tu vas même apprendre un nouveau terme, les aquanautes. Extraterrestres ou aquanautes. Ou aquanautes. Et ça, c'est assez amusant parce que les amateurs d'ovnis, donc les gens qui s'intéressent à la question des ovnis, mais de manière très soutenue, qui enquêtent sur les observations d'ovnis, ces gens-là n'arrêtent pas de j'allais dire, se réinventer, mais en fait, c'est de faire du neuf avec du vieux. Et là, c'est exactement ce qui se produit. Donc, on en a parlé à plusieurs reprises à l'émission. Depuis quelques mois, c'est un peu l'effervescence dans les milieux médiatiques parce que l'automne dernier, la US Navy a annoncé qu'elle mettait sur pied une espèce d'organisation qu'elle a appelée l'Agence d'intervention pour les phénomènes aériens non identifiés. Donc, en termes clairs, une espèce de communauté au sein de la US Navy qui va s'intéresser aux observations d'objets volants non identifiés, donc des ovnis. Et on sait que ces gens-là, pour pouvoir bénéficier des budgets du département de la Défense, doivent remettre d'ici le 25 juin, ils doivent remettre un rapport en partie publique pour dire voilà ce que l'on sait des ovnis, ce qu'ils sont, ce que l'on pense des ovnis et dans quelle mesure ces ovnis, s'ils existent, représentent une menace pour la sécurité nationale. Donc ça, c'est très attendu. Puis tu comprends, les amateurs d'ovnis trépignent à l'idée de « wow, enfin, l'armée va reconnaître l'existence des ovnis ». Ça fait un petit peu poète parce qu'il y a quand même eu une fuite et la fuite, même si le rapport n'a pas encore été publié, la fuite nous dit que le rapport va avoir comme conclusion que oui, il y a des phénomènes aériens non identifiés qu'on ne peut pas expliquer, mais on n'a aucune preuve que ces phénomènes-là sont des extraterrestres. Donc ça fait un petit peu c'est pas ce qu'on pense au final. Ouais, c'est ça. Donc ça fait un peu poète. Mais ce qui est amusant, c'est qu'avec tout ce que je t'ai raconté à propos de Vénus, ce qu'on voit, c'est qu'une espèce d'explosion au cours des dernières décennies de nos connaissances dans le domaine de l'astrophysique et de l'astronomie. Hein. Dans les années 50, c'était possible d'imaginer des extraterrestres avec des grands cheveux blonds qui vivaient sur Vénus. Aujourd'hui, on peut plus penser ça. Et là, notre problème avec le fait que l'armée nous dit oui, il y a peut-être des ovnis, mais c'est pas des extraterrestres. Là, les amateurs d'ovnis se réinventent en disant bon, ok, si c'est pas des extraterrestres, qu'est-ce que c'est? Ben évidemment, la réponse simple, c'est de dire ben c'est peut-être des vaisseaux, des drones qui ont été fabriqués par les Russes, des drones qui ont été fabriqués par les Chinois, ou des erreurs d'interprétation, des problèmes avec la télémétrie des appareils qui ont capté ces soi-disant observations. Tu sais, il y a toutes sortes d'explications plus rationnelles. Mais il faut le dire, les amateurs les purs et durs dans le domaine des ovnis ne se limitent pas à des explications rationnelles. C'est pas satisfaisant. Hein? L'explication doit être exotique. Or, les astrophysiciens nous disent, attention, là, des extraterrestres, hein? L'univers est vaste et les voyages dans l'espace ne sont pas à la portée du premier venu. Hein? Quand on sait que l'étoile la plus proche de nous est à 4 années-lumière de la Terre, en fait 4,5 années-lumière de la Terre, ça veut dire que même si on se déplaçait à la vitesse de la lumière, 300 000 kilomètres à la seconde, il nous faudrait 4 ans et demi pour y aller et 4 ans et demi pour en revenir. Wow. Et on peut pas aller plus vite que la lumière. Techniquement, là, si on se réfère à nos connaissances dans le domaine de l'astrophysique, la théorie de la relativité d'Einstein, la vitesse de la lumière, c'est la vitesse absolue. 300 000 km/s, on peut pas aller au-delà de ça. Donc, tu dis, écoute, si c'est des extraterrestres puis ils viennent ici,
Ben, ils viennent faire quoi? Ils viennent jouer à cache-cache avec les avions des militaires de la US Navy. Ça fait un long voyage pour jouer à cache-cache. Tu comprends? Donc là, on se dit, il y a quelque chose qui marche pas. Il faut également savoir qu'autour de la Terre, il y a des millions d'objets qui sont en orbite autour de la Terre. Ça va d'un gant d'un astronaute perdu durant une mission Gemini à des vis et des boulons, tout ce que tu voudras, et un paquet de satellites qui sont inutilisables, qui continuent d'orbiter autour de la Terre. Et tous ces objets-là sont, passe-moi l'expression, monitorisés par les services du NORAD, hein, donc le service de vérification du territoire aérospatial nord-américain. Eux surveillent la présence de tous ces objets-là qui pourraient représenter une menace pour la navigation spatiale. Donc, quand on entend à la télévision les Américains dire ben voilà, on a envoyé un vaisseau vers la station spatiale, on avait une fenêtre de lancement, ben la fenêtre de lancement correspond à une trajectoire du vaisseau sécuritaire. Ça veut dire que le vaisseau part de la Terre, il va en station spatiale, puis il frappera pas un boulon ou un vieux satellite qui gravite là, puis qui a plus d'affaires là. Donc, c'est ça, la fenêtre de lancement. Et ces objets-là, on les compte pas par milliers, on les compte par millions autour de la Terre. Je crois que c'est 50 ou 500 millions d'objets qui sont autour de la Terre. Donc, ça en fait beaucoup et ils sont monitorisés par les services au sol. Donc, si on était visité par des extraterrestres, on se pose la question, comment ça fait que ces vaisseaux-là seraient détectés par les navires de la US Navy, mais ils seraient pas détectés par les radars du NORAD? Qui ont de l'air extrêmement précis, là. C'est ça. Fait que là, on dit, c'est quand même quelque chose qui va pas. Alors là, devant cette espèce d'évidence invraisemblable, les ufologues, les amateurs, les purs et durs, hein, il y en a des gens qui font preuve de plus de bon sens, mais on parle au niveau des fanatiques. Depuis quelques semaines, ce que l'on voit beaucoup circuler, c'est ne cherchez pas dans l'espace, c'est pas des extraterrestres, c'est des aquanautes. Et en fait, les aquanautes, je sais pas si t'as vu le magnifique film de James Cameron de 1989, The Abyss. Non, j'ai pas vu. Dans The Abyss, hein, les gens découvrent que sous la mer, il y a une civilisation qui s'est développée en parallèle avec l'humanité. Oh. Une civilisation intelligente. Et là, nos ufologues purs et durs nous disent, ben là, c'est ça. C'est comme dans le film de James Cameron, ils ne viennent pas de l'espace, ils viennent de la mer. Donc, il y aurait une civilisation qui se serait développée. Et là, ça semble nouveau. Tu dis, oh, c'est rafraîchissant, c'est nouveau. Non, c'est pas nouveau. Déjà, dans les années 50, 60, il y a plein d'auteurs qui avaient imaginé ça. Il parlait du triangle des Bermudes, il imaginait des espèces de civilisations sous-marines, les survivants de l'Atlantide qui vivaient sous des dômes de verre, c'est pas nouveau, là, l'idée. Et ça n'a aucun sens, hein. Faut pas se le cacher, là. Tu peux pas, c'est un peu comme quand on pense sur Terre, hein, de la vie qui s'est développée sur Terre, on regarde dans l'histoire, on a eu, on dit tout le temps, l'homme descend du singe. Mais si on regarde, par exemple, les grands primates d'Afrique et l'homme moderne, l'Homo sapiens, il n'a pas fait un bond de l'ourang-outan des forêts de Bornéo à l'homme d'aujourd'hui. Là. Il y a eu des étapes qui ont été franchies. On est passé de l'Australopithecus à l'homme du Cro-Magnon, le Néandertal, l'Homo, tu comprends, l'Homo florensis, et finalement l'Homo sapiens que l'on est aujourd'hui. Ce qui est assez amusant, c'est quand on regarde, il n'y a pas si longtemps que ça, hein, il y a quelques centaines de milliers d'années, il y a eu plusieurs humanités qui se sont côtoyées. Hein. À un moment donné dans notre histoire, l'Homo sapiens côtoyait l'homme du Néandertal et côtoyait l'Homo florensis. Donc, 3 humanités différentes qui vivaient en même temps. Aujourd'hui, il n'en reste qu'une seule, l'Homo sapiens que l'on est. Mais tout ça pour te dire que on voit qu'il n'y a pas eu un bond, hein, il y a eu des étapes, on a franchi des étapes. Et là, tout d'un coup, on a les ufologues qui nous arrivent avec les aquanautes. Écoutez, les aquanautes sont nés de quoi? Des dauphins? On trouve vraiment un vestige d'un dauphin intelligent avec une montre. Il n'y a rien, là. C'est une espèce de fabulation où les gens, on a l'impression qu'ils vivent dans un univers qui est peuplé de licornes, où on fait abstraction, on fait table rase de tout ce que la science nous a appris sur l'évolution des espèces. Donc, c'est d'un ridicule, mais absolu, cette idée-là. Mais en même temps, Christian, c'est un réflexe humain. On l'a vu avec la mythologie autrefois. On a voulu expliquer longuement et depuis longtemps ce qui est arrivé autour de nous, ce qui nous entourait. Et ça donne des théories comme ça, là, même encore aujourd'hui. Et tu as tout à fait raison. Ce qui est un peu étrange, c'est que si ces idées-là, hein, parce qu'il y a toutes sortes, à travers l'histoire de l'humanité, les mythes se sont imposés. Hein. Bon, on pense à la Grèce antique, mais pas si loin que ça. Hein, oui. Au Moyen Âge, on croyait
aux fées, aux petits peuples, aux farfadets, aux gnomes. Les sorcières. Les sorcières, voilà, j'allais dire, au début de la Renaissance, les grands procès de sorcières, avec des témoignages. Des gens qui disaient « J'ai vu des femmes forniquer avec le diable dans les forêts. » Et sur la foi de ces témoignages, on a quand même exécuté entre 90 000 et 200 000 personnes. Sur la foi de témoignages de gens qui juraient avoir vu le diable dans les forêts et les sorcières s'adonner à des sabbats. Or, on voit, on extrapolait, on imaginait un monde fantastique peuplé d'êtres fabuleux. Ici, c'est un peu la même chose. Donc, on a des observations pour lesquelles on n'a pas d'explication. Le bon sens nous dit, si ce sont des extraterrestres, on a un gros talon d'Achille. Pourquoi est-ce que les bateaux de la Navy les voient, mais pas les détecteurs de la NORAD? Pourquoi les astronautes dans la station orbitale ne les voient pas non plus? Donc, et les distances dans le cosmos sont si grandes que ça semble invraisemblable. Alors, on s'imagine une civilisation sous-marine, mais le grand problème, c'est qu'on n'est plus au Moyen-Âge, on n'est plus à la Renaissance. On est aujourd'hui en 2021. On a une connaissance scientifique qui rend caduque ce genre d'interprétation ou de scénario. Mais bien sûr, dans cet univers où on veut croire aux licornes, aux monstres et aux farfadets, la science est l'ennemi. Elle n'est pas la référence, elle est notre ennemi. Les scientifiques savent pas de quoi ils parlent. Il y a une conspiration scientifique pour nous cacher la vérité. Et là, écoute, on tombe dans les théories du complot un peu fantaisistes, mais j'ai trouvé ça étonnant de voir depuis 2 ou 3 semaines sur les réseaux sociaux, voir ressortir cette théorie des habitants de la mer au détriment des extraterrestres, en essayant de nous montrer ça comme étant quelque chose de nouveau. Mais bon, il n'y avait pas beaucoup de nouveau là-dedans. Là. C'est du vieux roman. C'est un vieux romancier des années 60 qu'on essaie de nous resservir dans un autre plateau. Mais ça nous amène à parler de notre dernière nouvelle. J'ai l'impression que depuis le début de la pandémie, ça explose. On veut voir, on veut croire qu'on a aperçu des soucoupes volantes, des ovnis dans le ciel. Et là, tu vas nous parler de Nessie, en Écosse, le monstre du Loch Ness. Le monstre du... Et ça, c'est un peu comme nos aquanautes et nos survivants de la mer. Le monstre du Loch Ness est un excellent exemple de cette espèce de bulle imperméable à la science. Pourquoi? Parce que le monstre du Loch Ness, je t'en parle parce que, bon, un article paru le 14 juin dernier dans le Daily Record en Écosse, donc le journal, le quotidien numéro 1 d'Écosse, nous raconte qu'on en est à la 7e observation du monstre du Loch Ness pour l'année 2021. Et là, tu as toute une série de spéculations, de pseudo-experts qui interviennent. Et là, on nous raconte qu'il s'agissait d'un touriste qui se trouverait près d'un château, le château d'Urquhart, et qui avait une espèce de remous dans l'eau avec une forme sombre. Et là, bon, on nous parle du monstre du Loch Ness. Et quand moi, je regarde ce genre de nouvelles, ce qui m'étonne de voir à la lecture de ces documents-là, c'est qu'on a une preuve scientifique que le monstre du Loch Ness n'existe pas. Oui. On a une preuve scientifique qu'il n'existe pas. Donc, tu te dis, mais pourquoi on en parle encore? Parce que on peut comprendre que pour l'Écosse, je ne sais pas si tu as déjà été dans cette région-là. Moi, j'y suis allé à quelques reprises. Je ne suis pas allée dans les Highlands, mais je suis allée à Glasgow et à Édimbourg. Et tu t'es décidé de retourner à Londres. C'est un voyage à ma défense, Christian. C'est un voyage qui était semi-organisé avec le Cégep. C'est le dernier voyage que j'ai fait, puis je regrette, j'ai l'impression que j'ai vraiment passé à côté de quelque chose. Ouais. Mais bon, Glasgow puis Édimbourg, oui, bon, Édimbourg, c'est magnifique, là, les châteaux, tout ça. Là. Oui. Mais bon, quand on arrive dans la région du Loch Ness, là, les Highlands, écoute, surtout cette région-là, là où se trouve le Loch Ness, c'est une espèce de grande balafre dans l'est dans l'ouest de l'Écosse. Écoute, en dehors du monstre du Loch Ness, il n'y a pas grand-chose à faire là, puis il n'y a pas grand-chose à voir là. Bon. Et c'est vrai que le monstre du Loch Ness rapporte à l'industrie touristique locale quelque chose comme 200 millions de dollars par année. Donc, tu comprends? Pour eux, il est important que le monstre du Loch Ness existe. Ça fait vivre le commerce local. Mais là où moi, je m'étonne toujours un peu, c'est que on a quand même cette preuve scientifique que le monstre du Loch Ness, si on accepte, c'est bien sûr, si on part du principe que le monstre du Loch Ness appartient à l'univers de la zoologie. Donc, c'est un animal qui a ou bien survécu à la préhistoire depuis des millions d'années et qui vit toujours dans le Loch Ness, ce qui est un peu invraisemblable. Il faut bien que cet animal-là se reproduise de temps à autre, mais là, pour une raison quelconque, il vivrait de manière éternelle, ou bien encore... Et seul, c'est ça. Et seul, oui. Ou bien qu'il s'agit d'une espèce animale
qui aurait plusieurs représentants, mais qui serait tout à fait inconnu de la science. Hein? Donc, on aurait une communauté d'animaux inconnus de la science qui vivraient dans le Loch Ness et qui générerait ces fameuses observations du monstre du Loch Ness. Un peu comme la licorne, en fait, Christian, c'est ça? Ouais, mais sauf que dans ce cas-là, ce qui est assez amusant, c'est qu'on a une preuve qu'il n'existe pas. Hein? En 2018, il y a un généticien de l'Université d'Otago, en Nouvelle-Zélande, le Dr Neil Gemmell, qui s'est rendu au Loch Ness, et tu te doutes bien que toute espèce animale, quelle qu'elle soit, hein, des humains aux insectes, tous les animaux laissent des marques dans leur environnement. Soit parce qu'il y a une mue, hein, ils changent de peau, changent de carapace, il y a des excréments, donc tous les animaux polluent leur environnement. Même, on aurait pu retrouver des fossiles aussi, là. Oui, bien sûr. Et il y a une nouvelle méthode maintenant dans le domaine de la recherche en génétique, c'est ce qu'on appelle de l'ADN environnemental. Donc, à partir du moment où moi, je vais dans un environnement, je prends des échantillons de cet environnement, ben, je vais pouvoir déterminer quelles sont les espèces qui occupent ce territoire-là. Hein, à partir de ces animaux-là auront laissé des morceaux de peau, auront laissé des excréments, de l'urine, peu importe, et je vais pouvoir établir le profil génétique des animaux qui vivent dans cet environnement-là. Et c'est encore plus facile dans un environnement aqueux, donc un liquide, comme un lac, une rivière, parce que, bon, on a cette eau-là qui va transporter ces éléments ADN. Donc, en 2018, on a ce scientifique, Neil Gemmell, de l'Université d'Otago en Nouvelle-Zélande, qui se rend au Loch Ness. Il prend des échantillons du Loch Ness, et principalement dans la région de la baie d'Urquhart, là où, justement, on a vu le plus souvent le monstre du Loch Ness. Et les résultats sont sans équivoque, sans appel. Il n'y a aucun animal inconnu, exotique, qui vit dans le Loch Ness. Ça n'existe pas, ça. À moins d'imaginer un animal qui perd jamais sa peau, qui fait pas de caca, il fait pas de pipi, il est comme étanche dans son environnement. Ce que le docteur Gemmell a démontré, par contre, c'est qu'il y a de fortes communautés d'anguilles dans le Loch Ness, et ces anguilles, bien évidemment, certaines peuvent atteindre 4 ou 5 mètres de long et pourraient générer des observations du monstre du Loch Ness. Donc, les gens sont sur la rive, et là, ils voient une espèce de remous dans l'eau qui pourrait être provoqué par une anguille, et là, bien sûr, la culture populaire fait qu'ils vont fantasmer sur ce remous dans l'eau et vont imaginer des choses beaucoup plus grandes, plus grosses et plus importantes que ne l'est la réalité, mais on s'entend bien, on a une preuve scientifique qu'il n'y a pas d'animaux exotiques qui vivent dans le Loch Ness. Point final. Alors, pourquoi on en parle encore? Ben, c'est ce que moi j'appelle dans l'univers du paranormal la bulle. Hein? Il existe dans le domaine du paranormal, il y a des gens, un noyau tissé serré de gens qui nous disent « Ah, nous, on enquête, on veut trouver des réponses. » En réalité, ils veulent pas de réponses, ils veulent entretenir le mystère. Et quand ils veulent des réponses, c'est la réponse qui fait leur affaire. Sinon, toute autre réponse, ils sont étanches à ça. La bulle est étanche. Donc, l'information ne rentre jamais dans la bulle, ce qui permet à des mystères 1000 fois expliqués. Il n'y a pas de triangle des Bermudes. On le sait depuis la fin des années 60, le triangle des Bermudes n'existe pas. Hein, c'est parce qu'il y a plus de bateaux, puis parce qu'il y a plus d'avions, qu'il y a plus d'accidents. C'est tout. Il n'y a pas de mystère, là. Mais pourquoi ces mystères-là perdurent? Parce qu'il y a ce noyau-là, cette bulle, qui entretient ces mystères-là et pour lesquels les explications ne rentrent jamais. Donc, aujourd'hui, je te parle du monstre du Loch Ness. Je te dis, on a une preuve scientifique que le monstre n'existe pas. Ça l'empêchera pas, d'une part, parce que c'est la culture populaire, une énième émission dans 6 mois, dans 1 an, dans 2 ans, qui va nous parler du monstre du Loch Ness en nous faisant miroiter qu'il existe peut-être une créature inconnue dans les eaux du Loch Ness. Et ceux qui croient au monstre du Loch Ness pur et dur, pour eux, toute forme d'explication est étanche, à moins que l'explication soit il y a un animal exotique dans le Loch Ness. Donc, c'est amusant de voir qu'on continue d'en parler, même si pourtant on sait dans le fondement scientifique, qu'un animal inconnu n'existe pas dans le Loch Ness. Merci beaucoup pour les actualités de la semaine, Christian. On va faire une courte pause et au retour, on présente la capsule de notre dernier sujet de Radio X-Files de la saison. Oui, absolument. On se retrouve. Radio X-Files avec Christian Page et Marceau. Radio X.
Camille en remplacement de Yann Marceau ce soir, qui sera de retour la semaine prochaine. Et avec Christian, notre sujet ce soir est l'étrange possession d'Esther Cox. Oui, donc on en est rendu à notre capsule audio de la semaine. Alors, il s'agit de l'une des plus importantes histoires de fantômes ou de poltergeist. On va voir qu'on est un peu à cheval sur les deux types de manifestations. L'affaire nous amène à la fin du 19e siècle. Certainement l'une des histoires les plus importantes de ce type jamais survenues au Canada et même dans la littérature internationale. Quels que soient les ouvrages que l'on consulte sur les phénomènes de poltergeist ou de fantômes, on est certain que l'affaire Esther Cox figure en bonne place. Et l'histoire, et même au moment où on se parle, il y a en 2012, un ouvrage avait été publié consacré à l'affaire d'Esther Cox. Et je sais de par l'éditeur qu'une compagnie de production de télévision s'est montrée intéressée d'adapter l'histoire pour le cinéma. Alors, avant que ça sorte sur les grands écrans, voici en audio, donc mettez vos écouteurs, préparez-vous. Voici la possession d'Esther Cox. On écoute et on revient par la suite. Nous sommes à Amherst, en Nouvelle-Écosse, le 4 septembre 1878. Étendue sur son lit, Esther Cox essaie de trouver le sommeil. Elle tourne, se retourne et tourne encore. Elle broie du noir. La jeune femme de 18 ans est encore sous le choc de sa récente rupture avec Bob McNeil, un jeune cordonnier de Amherst. Leur relation a tourné court lorsque McNeil l'a amenée dans les bois où, sous la menace d'un revolver, il lui a demandé de lui obéir. N'eût été alors de l'arrivée imprévue d'un randonneur, Esther aurait sans doute été violée. Elle pense à tout cela quand soudain un bruit étrange l'arrache de ses songes. On dirait un grattement régulier, comme une souris, pense aussitôt Esther. Doucement, elle se penche sur le bord du lit et regarde en dessous. Le bruit vient définitivement de sous sa couche. À moins de 2 mètres, sa sœur Jane, avec qui elle partage la chambre, dort à poing fermé. « Jane, réveille-toi » murmure-t-elle. « Qu'est-ce qu'il y a? Pourquoi ne dors-tu pas? » demande l'aînée à demi éveillée. « Écoute, n'entends-tu pas ce bruit? » Sans bouger, retenant son souffle, Jane porte l'oreille. Effectivement, il y a bien un bruit curieux, une sorte de grattement. « On dirait que ça vient de sous ton lit, » conclut Jane. « Ah, je savais bien que je ne rêvais pas, » réplique Esther, comme pour s'excuser d'avoir réveillé son aîné. « Ne bouge pas, je vais regarder. » Doucement, Jane se lève, allume une bougie et s'approche du lit de sa cadette. À la lueur chiche de la flamme, elle jette un coup d'œil sous la couche. Il y a là une boîte qu'elles utilisent pour mettre des bouts de tissu et des bobines de fil. La boîte fait des petits bonds en l'air, comme si elle était animée d'une vie propre. Doucement, Jane la saisit par une extrémité et la tire d'en dessous du lit. Esther, qui s'est redressée sur les coudes, regarde avec amusement la scène. Dès que Jane relâche la boîte, celle-ci se remet à danser. « On dirait qu'il y a une souris à l'intérieur, » murmure Esther. Mais comme aucune des deux femmes ne se décide à ouvrir la boîte, elles appellent leur beau-frère qui occupe la chambre voisine. Le temps pour lui d'enfiler quelques vêtements, il apparaît dans l'entrebâillement de la porte. « Qu'est-ce qu'il y a ?» demande-t-il de sa voix rauque. « Regarde !» lance Esther en pointant du doigt la boîte sauteuse, qui se trouve à présent au milieu de la pièce. Étonné, Daniel Teed observe un instant cette petite boîte qui fait des bonds sur les lames du plancher. Très doucement, il se penche et en soulève le couvercle. Il n'y a rien. Rien sauf des bobines de fil et quelques morceaux de tissu. « Mais il n'y a rien !» lance-t-il. Et comme pour lui donner raison, la boîte cesse de bouger. « Allez,
N'y pensez plus. Reprend-il en repoussant la boîte sous le lit d'Esther. Les deux femmes se recouchent. Pendant de longues minutes, elles restent attentives au moindre bruit. Mais tout est redevenu calme. Elles finissent par s'endormir sans autre incident. Le grand mystère d'Amherst vient de commencer. En cette fin d'été de 1878, aucun citoyen ne se doute encore que ce petit cottage à 2 étages du 6 Princess Street va bientôt devenir le théâtre de l'une des plus incroyables histoires de fantômes de tous les temps. La maison est la propriété de Daniel Teed, 35 ans, et de sa femme Olive, née Cox. Avec eux, en plus de leurs 2 jeunes enfants, vivent sous le même toit William Cox, le frère d'Olive, et ses 2 sœurs, Jane, 22 ans, et Esther, 18 ans. La maisonnée compte aussi un 8e locataire, John Teed, le frère cadet de Daniel. Jane et Esther Cox partagent une chambre du 2e étage. Dans la soirée du 4 septembre 1878, les sœurs se mettent au lit vers 21h. Jane s'endort rapidement, mais Esther a du mal à trouver le sommeil. C'est à ce moment-là qu'elle entend un grattement sous sa couche. Elle réveille sa sœur, qui l'entend elle aussi. Les 2 femmes découvrent bientôt que ces bruits irréguliers proviennent d'une boîte de couture placée sous le lit d'Esther. Pourtant, mis à part quelques bouts de tissu et du fil, il n'y a rien d'autre dans la boîte. Pas de souris, comme les femmes l'ont d'abord cru, ni aucun insecte. Le bruit s'arrête et les 2 femmes s'endorment sans trop y penser. Le lendemain soir, quelques minutes après s'être mise au lit, Jane est réveillée par les cris d'Esther. Celle-ci se tient au milieu de la chambre. Elle est prise de tremblement et ne cesse de répéter « Je meurs! Je meurs! » Jane croit d'abord que sa sœur est somnambule et qu'elle fait un cauchemar. Mais il n'en est rien. Et l'état d'Esther a de quoi inquiéter. La jeune femme a le visage tout rouge et est couverte de sueur. Ses yeux sont exorbités et ses poings sont fermés si serrés que ses ongles entrent dans sa chair. Réveillée par les cris d'Esther, toute la maisonnée se retrouve bientôt à son chevet. Daniel Teed croit que sa belle-sœur est en train de perdre la raison. La jeune femme semble en effet prise de démence. Elle répète des mots inintelligibles et secoue la tête à l'instar d'une possédée. C'est alors qu'un claquement puissant, comme un coup de tonnerre, ébranle toute la maison. Aussitôt, Esther retrouve son aspect normal et s'écroule sur son lit où elle sombre dans un profond sommeil. 4 jours plus tard, alors que les récents incidents sont presque oubliés, c'est au tour de la literie de faire des siennes. Alors que Jane vient de se coucher, ses draps et ses couvertures sont brusquement arrachés du lit et lancés sur le sol. Le même phénomène se répète avec la literie d'Esther. Les femmes crient, alertent la maisonnée. Esther entre de nouveau en transe. Elle est prise de convulsions et transpire comme sous la poussée d'une fièvre soudaine. L'inquiétude règne dans le petit cottage de Princess Street. Dès le lendemain, Daniel Teed demande au médecin du village, le docteur Carrot, de passer chez eux pour y examiner Esther. Ce dernier y trouve la jeune femme toujours alitée et fiévreuse. Il conclut à une légère dépression nerveuse. Mais l'état de santé de sa patiente l'étonne moins que son oreiller, qui semble tirer de gauche à droite, comme par une main invisible. Un phénomène dont est témoin toute la maisonnée. Puis, comme la veille, c'est au tour de la literie d'être tirée par des forces obscures.
C'est alors que les événements prennent une tournure beaucoup plus menaçante. Des marques, comme celle d'un burin, apparaissent sur le mur juste au-dessus de la tête d'Esther Cox. Des marques qui forment bientôt des lettres et des mots. Esther Cox, tu es mienne pour que je te tue. Le 12 septembre, en début de soirée, le docteur Carritt retourne au chevet d'Esther. La jeune femme se plaint d'être traversée par des décharges électriques. Le praticien lui fait une injection de morphine qui déclenche aussitôt des manifestations extraordinaires. Des coups se font entendre dans les murs, à l'extérieur de la chambre et même sur le toit. Lorsque le docteur Carritt quitte les lieux, un peu après minuit, les bruits sont toujours présents, comme si quelqu'un abattait une masse de plusieurs kilos sur la maison des Teed. Du jour au lendemain, le cottage de Princess Street devient l'objet de la curiosité de tout le comté de Cumberland. Tous les villageois se trouvent une bonne raison pour aller visiter ce brave Daniel Teed. Au début, les gens croient que c'est la maison qui est hantée. Mais dès que Esther quitte les lieux, les phénomènes s'arrêtent. On comprend alors que ce n'est pas la maison qui est hantée, mais Esther. Chaque jour, de nouvelles manifestations sont rapportées. Des coups sont frappés dans les murs et même sur la toiture. Des objets sont lancés contre les occupants et des meubles se déplacent mus par des forces invisibles. De la cave au grenier, aucune pièce n'est apparemment à l'abri de 7 ou de 16 esprits malveillants. Les manifestations se produisent toujours dans l'environnement immédiat d'Esther, mais il n'est pas nécessaire que celle-ci soit dans la pièce pour qu'il y ait une manifestation. Par contre, lorsque la jeune femme est à l'extérieur de la maison, les manifestations cessent. S'il est clair que Esther n'est pas l'auteur de ces diableries, elle en est néanmoins l'agent direct. À Amherst, la rumeur va bon train. Ici, Esther Cox était possédée. Ne dit-on pas qu'un prêtre méthodiste venu chez les Cox pour y prier aurait vu un seau rempli d'eau bénite se mettre à bouillir en présence de la jeune femme? À une autre occasion, Esther et sa famille se présentent à l'église baptiste d'Amherst pour y assister aux célébrations dominicales. Mais apparemment, le fantôme les y a suivis. Aussitôt la prière commencée, les missels se mettent à bondir hors des bancs d'église. Les fidèles entendent aussi des coups, comme si quelqu'un, au sous-sol, frappait contre les murs. Les phénomènes sont si troublants qu'on doit demander à la famille Teed de quitter les lieux. Si certains croient que Esther Cox est possédée, d'autres essaient de rationaliser les phénomènes. Le docteur Edwin Clay, un prêtre baptiste de Amherst, déclare à qui veut bien l'entendre que la jeune femme est devenue une pile humaine. Il prend même sa défense lorsqu'un autre notable de l'endroit, le docteur Nathan Tucker, déclare qu'à son avis, Esther Cox n'est qu'une manipulatrice douée du pouvoir d'hypnotiser les gens. Mais pour les proches d'Esther, la jeune femme n'est ni l'un ni l'autre. Elle est simplement la victime d'entités malveillantes. En décembre 1878, Esther Cox est atteinte de diphtérie.
Pour son bien-être, sa famille l'envoie 2 semaines chez une autre de ses sœurs à Saukville, au Nouveau-Brunswick. Durant toute sa convalescence, aucune manifestation insolite n'est rapportée, ni à Amherst, ni à Saukville. L'optimisme renaît. La maladie d'Esther aurait-elle eu raison du malin? Espoir déçu. Vers la fin du mois, Esther rentre à Amherst et avec elle les étranges manifestations du 6 Princess Street. Des allumettes enflammées se matérialisent et tombent des plafonds. Des incendies, heureusement vite maîtrisés, se déclenchent spontanément d'un bout à l'autre de la maison. Les locataires ne dorment plus que d'un œil. À quand le prochain foyer qui les entraînera tous à patresse dans l'au-delà? Daniel Teed craint pour sa famille. Il sait maintenant qu'il n'a que trop tardé. Il sait que sa belle-sœur doit partir. En janvier 1879, Esther emménage chez un couple d'amis, Monsieur et Madame John White, un nouveau logis qui ne tarde pas à être le théâtre des étranges manifestations de l'invisible compagnon d'Esther, baptisé Robert le fantôme, Bob the Ghost. Des objets disparaissent pour réapparaître à des endroits les plus inusités. Des coups sont frappés dans les murs, des portes s'ouvrent et se referment d'elles-mêmes, et des ornements de fer sont chauffés au rouge. Éventuellement, Esther retourne vivre sur Princess Street. Son retour est marqué par le déclenchement de nouvelles manifestations, plus nombreuses et plus récurrentes que celles des dernières semaines. C'est à cette époque que débarque à Amherst un certain Walter Hubble, un acteur de théâtre américain doublé d'un metteur en scène au goût douteux. L'histoire d'Esther Cox, rapportée par tous les journaux de la Nouvelle-Angleterre et des provinces voisines, l'intéresse au plus haut point. Il débarque donc à Amherst et convainc Daniel Teed de l'héberger pendant quelques jours. Il pourra ainsi documenter au quotidien les étranges manifestations. Comme tous ceux qui se sont succédés dans le petit cottage de Princess Street, Hubble est lui aussi témoin de phénomènes extraordinaires. Un jour, alors que toute la maisonnée se prépare à passer à table, des couteaux sont lancés dans sa direction. Le même soir, il voit une chaise poursuivre Esther en sautillant sur ses pattes, comme si le meuble était doué d'une vie propre. Excité par tous ces phénomènes, Hubble persuade la jeune femme de l'accompagner en tournée, où il pourra la présenter comme la possédée d'Amherst. En secret, l'acteur espère que l'invisible compagnon d'Esther manifestera son courroux devant les spectateurs. Hélas pour lui, l'entreprise est un fiasco. Esther reprend bientôt la route d'Amherst. Quant à Hubble, il signera plus tard une petite monographie sur les étranges événements entourant Esther Cox, intitulée « The Great Amherst Mystery », le grand mystère d'Amherst. De retour à Amherst, les choses ne s'améliorent pas. Esther se trouve un emploi chez un certain Arthur Davison, secrétaire à la cour du comté. Mais lorsqu'un incendie ravage la ferme de ce dernier, les préjugés accusent la pauvre Esther Cox. Un juge la condamne à 4 mois de prison pour incendie volontaire, mais la fait relaxer après 1 mois d'incarcération. Quelques mois plus tard, elle convole en juste noces avec un dénommé Adam de Springdale, en Nouvelle-Écosse. Avec cette cérémonie coïncide la fin des étranges actions de Robert le fantôme. Esther Cox ne sera apparemment plus jamais importunée par ces étranges manifestations qui, pendant près de 2 ans, ont fait de sa vie un véritable enfer. À la mort de son mari,
Esther Cox se remarie avec un certain Peter Shanahan, avec lequel elle s'établit à Brockton, au Massachusetts, aux États-Unis. C'est là qu'elle décède le 8 novembre 1912, à l'âge de 52 ans. Radio X Files avec Christian Page et Marceau de Radio X. C'est la dernière de Radio X-Files pour la saison. On prend congé pour l'été. Et Christian, comme toujours, je dois te le dire, c'est fascinant l'histoire et le dossier que tu nous as amené ce soir. Oui, c'est l'histoire d'Esther Cox. Et pour les gens qui sont des habitués de Radio X-Files, j'imagine qu'il y a eu un peu un sentiment de déjà-vu. Parce que c'est vrai, quand on regarde les histoires de poltergeist de cette fin du 19e, début du 20e siècle, et on en a présenté plusieurs à l'émission. Hein. Je pense par exemple, il y a quelques semaines, on avait présenté le poltergeist de la famille Dagg. On a parlé également dans les années 60, on avait fait une émission sur le poltergeist d'Acton Vale, hein, qui nous ramène aux années, à la fin des années 60, on est en 1969. Au début des années 70, à St. Catharines en Ontario, un poltergeist également s'était manifesté, auquel parmi les témoins, on avait un grand nombre de policiers de la municipalité qui avaient été témoins de ces phénomènes. Et donc, quand on regarde l'ensemble de ces histoires-là, et principalement si on regarde celle de la fin du 19e siècle, on a souvent une impression de copie-coller, c'est-à-dire que ce sont les mêmes événements, des feux qui apparaissent à gauche et à droite, allumés de manière sporadique, des coups frappés dans les murs, des meubles qui bougent, et bien sûr, au centre de ces manifestations, il y a cette personne qu'en parapsychologie, on appelle l'agent du poltergeist. Et là, je sais, parce qu'à toutes les fois où on parle de ces phénomènes, j'ai l'impression de me répéter, mais bon, je dois le faire parce que, bon, je ne sais pas ceux qui ont écouté, de quelle manière les gens étaient assidus, mais l'agent du poltergeist, donc c'est cette personne autour de laquelle les manifestations vont se produire, et dans le cas présent, c'est Esther Cox. Il faut quand même préciser ici, Camille, que dans la littérature, hein, on a souvent parlé, quand on parlait de cet agent du poltergeist, ça veut pas dire que c'est lui qui le fait de manière volontaire. Hein. Ça veut pas dire que Esther Cox avait caché des fils à gauche et à droite pour tirer sur les chaises ou les meubles. Mais il faut que cette personne-là soit présente pour que les manifestations se déclenchent. Oui. Et il faut savoir que dans le domaine de la parapsychologie, on a deux écoles qui s'affrontent pour expliquer ces phénomènes de poltergeist. On a une école qu'on dit survivaliste, hein, comme le nom l'indique, c'est la survie. Donc ces gens-là croient que des esprits, des âmes désincarnées vont utiliser l'énergie de cette personne qu'on va appeler notre agent du poltergeist pour se manifester, comme si l'agent était la porte d'entrée sur notre monde physique pour se manifester. Donc ça, c'est l'hypothèse survivaliste. Et l'hypothèse parapsychologique ou psychologique, c'est qu'en fait, ces manifestations-là ne reposent pas sur une intervention de l'au-delà, mais elles sont le produit même de l'agent du poltergeist. C'est notre personne, notre agent, et dans le cas présent, c'est Esther Cox, qui involontairement, donc, avait des troubles psychologiques, des troubles émotifs, et c'est un peu comme si la matière autour d'elle se mettait en résonance avec ses émotions. J'imagine, et je sais, je donne toujours cet exemple-là, mais c'est un exemple archi connu et les gens peuvent s'y référer aisément. On a tous vu ou lu le roman de Stephen King ou le film qui en a suivi, Carrie, hein, oui, dont la première version mettait en vedette Sissy Spacek dans le rôle, justement, de Carrie White. Lorsque Carrie est perturbée, donc il y a deux éléments très importants dans le film, là, si je fais référence à la version originale du film et au roman de Stephen King. Les manifestations se produisent avec le déclenchement des règles menstruelles de l'héroïne. Hein. Carrie White commence à voir ces manifestations se produire autour d'elle à partir du moment où elle a ses premières règles. Et lorsque les objets bougent autour de Carrie, lorsque des couteaux sont lancés vers sa mère, par exemple, ce n'est pas un fantôme qui lance les couteaux, c'est elle qui involontairement produit ces manifestations. Donc, et ce phénomène, on l'appelle la télékinésie involontaire. Okay. Donc, l'école parapsychologique nous dit, il y aurait des gens
c'est une hypothèse, hein? On est ici dans l'univers de la licorne, on s'entend bien là. Donc c'est une hypothèse, hein? Donc il y aurait des gens qui, à un moment donné, auraient des troubles émotifs et, au lieu de donner un coup, par exemple, avec leur poing dans le mur, réussiraient à déclencher involontairement des manifestations autour d'eux. Est-ce que ça peut expliquer, Christian, que ça peut arriver souvent la nuit alors qu'on rêve? Est-ce que ça peut être involontaire de par, on va dire, la ligne entre la réalité et le rêve, justement? Ouais, donc, cette question-là, elle est tout à fait fondée dans la mesure où les parapsychologues qui étudient les phénomènes de télékinésie spontanée, bien évidemment, incluent des phénomènes qui pourraient se produire dans notre environnement lorsque la personne dort, alors qu'il y a une espèce de vivacité dans l'image onirique, dans le rêve lui-même, que la personne déclencherait autour d'elle des manifestations. Et là, elle se réveille en sursaut en se disant, bon, est-ce qu'il y a un fantôme dans ma chambre qui a bougé un meuble, etc. Il faut quand même se rappeler aussi qu'il y a une espèce de mauvaise compréhension du phénomène et qui est due aussi un peu à la littérature. Et on pense, par exemple, justement, au roman de Stephen King. Dans les années 50 et 60, la littérature faisait énormément de cas sur les phénomènes de poltergeist en répétant, en fait, qu'il y avait l'agent du poltergeist était toujours un jeune garçon ou une jeune fille d'âge prépubère ou juste à la puberté. Et c'est justement ce que l'on voit dans le film Carrie, basé sur le roman de King. Hein. Les règles menstruelles arrivent et voilà, les phénomènes se déclenchent. Ça, aujourd'hui, je te dirais que les parapsychologues mettent un énorme bémol là-dessus. Quand on regarde l'ensemble des cas de poltergeist qui ont été enquêtés, plus ou moins sérieusement, il faut bien l'avouer, parce que bon... tous ne font pas des enquêtes de la même manière. Hein. Les amateurs, les chasseurs de fantômes, on a des chasseurs de fantômes qui peuvent être très rigoureux et ceux qui vont dans des lieux hantés avec un pendule et voient toutes sortes de choses. Là. Donc, on n'a pas toujours la même qualité d'enquête. Mais quand on regarde l'ensemble des cas de poltergeist rapportés dans la littérature, cette hypothèse qu'on appelait dans les années 50 l'hypothèse de la mauvaise petite fille, hein, parce que c'était généralement une adolescente ou une préadolescente qui était au centre des manifestations, d'où cette expression de la mauvaise petite fille. On sait que ça ne tient plus la route aujourd'hui. L'ensemble des recherches, l'ensemble des cas documentés montrent c'est vrai que souvent il s'agit d'adolescents ou d'adolescentes, mais on a également des agents du poltergeist qui peuvent être des jeunes adultes et même des gens plus âgés. Donc cette hypothèse-là, la personnalité même du personnage, ou l'âge plutôt, ou le sexe de cet agent du poltergeist est remis un peu en question. Mais on a quand même toujours cette espèce de trame de fond de la personne troublée avec des problèmes émotifs. C'est le cas, par exemple, d'Esther Cox. Hein, on le voit lorsque les manifestations vont commencer à se produire. C'est immédiatement après cette espèce d'agression qu'elle a vécue avec son fiancé de l'époque, qui l'avait menacé avec un revolver. Et c'est au lendemain de ça que les phénomènes vont se produire et ils vont s'arrêter ou s'atténuer à partir du moment où elle va convoler en juste noces, et là, elle change complètement d'environnement. Est-ce que tout ça est lié? Les parapsychologues croient qu'il existe un lien. Mais encore une fois, je tiens à préciser, on est ici dans le domaine de l'hypothèse. On pourrait tout aussi bien introduire dans notre équation des licornes puis des farfadets, puis ça fonctionne aussi, là. C'est donc, il faut être très, très prudent avec ça. Mais c'est vrai que si on regarde au niveau d'une recherche sérieuse et rigoureuse, parce que il y a, dans le domaine de la recherche en parapsychologie, oui, il y a des chercheurs qui sont excessivement prudents, excessivement rigoureux, qui travaillent sur des bases solides, et on continue de défendre cette hypothèse de la psycho ou la télékinésie involontaire. Dans le cas dans notre histoire de poltergeist d'Esther Cox, les auditeurs habitués à ce genre d'histoire, parce que c'est pas la première que je raconte du genre, reconnaissent également, non seulement on a une espèce de copie-collée de d'autres histoires semblables, mais on a également une forte importance du religieux. Hein, dans notre histoire d'Esther Cox, il y a ce burin qui écrit sur le mur « Esther Cox, tu es mienne pour que je te tue ». Oui. D'ailleurs, il y a un ouvrage qui a été écrit il y a quelques années par un type qui s'appelle David Sinclair, qui est un peu un roman basé sur l'histoire d'Esther Cox, qui s'intitule justement « Mine to Kill », en mienne pour être tué. Donc, qui était la phrase écrite au-dessus de la tête d'Esther Cox sur le mur. Et on a également ces éléments où les gens racontent un prêtre s'était présenté chez la famille Teed, où vivait Esther Cox, et de l'eau bénite, hein, pas de l'eau simple, hein, pas l'eau de récurage ou l'eau du lave-vaisselle. L'eau bénite s'est mise soudainement à bouillir dans une bassine, ou encore Esther Cox qui se rend à l'église avec sa famille, et là, les missels, les livres de prière
sont lancés littéralement des bancs d'église. Et c'est amusant parce que il y a quelques années, quand j'ai fait une émission documentaire dans la série des dossiers mystères à Canal D, on avait fait un volet sur Esther Cox et il y a des scènes qu'on a filmées dans l'église même où ces missels avaient volé. Oui? Donc, j'interrogeais un des prêtres qui racontait l'histoire d'Esther Cox et en arrière-plan, on voit la salle, la nef, tout ça avec les bancs d'église et c'est exactement là où les bancs d'église bondissaient hors des bancs. C'est extraordinaire. Là. Quand tu te trouves dans le lieu même, il y a comme une naissance autour de ça. Ben oui. Mais on voit que le religieux joue un rôle important. Il y a quelques semaines, j'avais raconté l'histoire de la famille Dag, un cas de poltergeist qui s'est produit 10 ans plus tard dans le comté du Pontiac, au Canada. Donc, on n'est pas tellement loin d'Ottawa. Et là aussi, on avait des éléments religieux. On avait un agent du poltergeist qui était une fillette qui avait une dizaine d'années. Et là aussi, on avait des éléments, par exemple, la voix, hein, parce que là, ici, on a un burin qui crie « Tu es mienne pour que je te tue ». Mais dans le cas du poltergeist de la famille Dag, là, on avait une voix venue de nulle part qui disait « Je suis le diable ». Donc, on voit ces éléments religieux qui apparaissent comme ça spontanément dans ces histoires et qui montrent bien qu'il y a un lien, une symbiose entre l'agent lui-même, hein, dans le cas présent, c'est Esther Cox. Il y a un lien entre elle et les manifestations qui se produisent autour d'elle. Il y a d'abord ces troubles psychologiques, émotifs liés à cette agression. Il y a ses propres croyances religieuses, hein, elle est chrétienne, et on voit des éléments à caractère chrétien, religieux, qui vont s'inscrire à travers le scénario. On a tous ces éléments-là, et si tu me poses la question, est-ce que l'histoire est vraie ou non? Hein, c'est ce qu'on se pose. On peut pas déterminer ça de manière absolue. C'est-à-dire que quand je suis allé là-bas, quand on a fait ce fameux dossier mystère, je suis allé au musée de Northumberland. Ils ont une réplique de la maison d'Esther Cox. D'ailleurs, la maison d'Esther Cox où les événements se sont produits n'existe plus. Aujourd'hui, il y a un centre commercial qui a été construit là, mais il y a quand même des maisons à proximité qui existent encore aujourd'hui, qui sont la même architecture que la maison d'Esther Cox. Okay. Donc, au musée de Northumberland, on a cette réplique de la maison d'Esther Cox, de la famille Teed, en fait, et on a les coupures de presse. On voit que ça a été une histoire qui était très importante à l'époque. On retrouve les mêmes éléments. À aucun moment, on expose des éléments qui pourraient nous faire croire à une manipulation ou à un trucage. Donc, bien sûr, des gens s'expriment. Hein, je l'ai mentionné dans notre petite capsule. Des gens se disent, mais si Esther Cox avait le pouvoir d'hypnotiser les gens et de leur faire croire qu'ils voient des choses qui n'existent pas. Donc, bien sûr qu'il y a des opinions dans ce sens-là, des opinions sceptiques, mais rien n'est jamais présenté dans ces articles qui permet de croire qu'il y a eu fraude ou manipulation. Les gens, et je suis pas le seul à avoir enquêté sur l'affaire d'Esther Cox, les gens qui se sont pensés sur cette histoire n'ont rien trouvé du genre. L'histoire fait partie aujourd'hui de la culture populaire et principalement dans la région d'Amherst, en Nouvelle-Écosse, où on connaît cette histoire-là, tous les enfants se la racontent. J'ai pas trouvé d'éléments qui permettent de conclure à une fraude ou une manipulation. Donc, on est un peu partagé. C'est vrai que l'histoire a été rapportée. Il y a un élément assez intéressant dans cette histoire-là, c'est l'idée, à un moment donné, lorsque Hubble, qui est une espèce d'impresario de pacotille, arrive là et décide de faire une tournée avec Esther Cox en scène pour faire apparaître le fantôme dans l'espoir de divertir la foule, et ça fonctionne pas. C'est assez amusant parce que à cette même époque, on est en plein milieu d'une espèce de révolution avec l'avènement du mouvement Spirit. Hein. Il y a quelques 30 ans plus tôt est apparu aux États-Unis l'idée de faire tourner des tables. Hein. Ce sont trois sœurs qui ont commencé à faire ça. Hein. Donc, des coups frappés dans le mur. Et là, elles ont commencé à parler avec l'esprit du mur. À l'époque, c'était des adolescentes. Et là, elles disaient, si un esprit dans le mur donne 2 coups dans le mur pour oui, 1 coup pour non. Et ils ont établi un premier contact comme ça. Et c'est comme ça que le spiritisme est né. Hein. Les sœurs étaient les sœurs Fox, et c'est comme ça que le spiritisme est né. Donc, on a établi un code de coups pour communiquer avec l'au-delà. C'était la première fois. Les histoires de fantômes, elles sont vieilles comme le monde. Hein? On en a dans l'Antiquité. Mais l'idée de communiquer avec les esprits avec des coups sous la table ou dans le mur apparaît là en 1848 aux États-Unis. Et on voit, là, lorsque l'histoire d'Esther Cox apparaît, là, on est à la fin des années 1870, on est 35 ans après ces événements-là, mais on voit que c'est cette révolution, et les sœurs Fox
celles qui ont inventé le spiritisme, sont parties en tournée comme ça aux États-Unis, dans des salles. On les plaçait sur une scène avec une table, et là, ils communiquaient avec les esprits, et il y avait ces fameux coups qui apparaissaient dans la table, boing, 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 on parlait avec les esprits. Et les gens étaient fascinés par cette... Éventuellement, les Sœurs Fox ont avoué que tout ça était un trucage, hein, c'est elles-mêmes qui cognaient sous la table. Et après, elles sont revenues sur leurs aveux. Non, c'était vrai, mais c'était pas toujours vrai. Bon, tout ça a jeté... tu comprends, ça a acheté un peu un discrédit sur le mouvement spirit. Mais on en a fait un spectacle à l'époque, c'était vraiment couru. Oui. Et oui, c'est ça. Donc, c'était couru. On faisait un spectacle et on voit qu'ici, on a voulu faire la même chose avec Esther Cox, mais avec beaucoup moins de succès. Ça n'a pas fonctionné. Hein. Robert le fantôme ne s'est pas manifesté en salle. T'sais. Donc, c'est un peu triste. Et la grande question qu'on peut se poser, tout ça nous semble tellement extraordinaire. Hein? Les meubles qui courent dans la maison, les feux qui apparaissent, les lettres hein, qui écrivent des mots sur les murs. On se dit, mais pourquoi des phénomènes comme ceux-là n'existent plus aujourd'hui? Pourquoi des cas comme ceux-là n'existent plus? Quand on entend parler aujourd'hui dans les cas de poltergeist, dans la presse ou dans la littérature, ce sont des phénomènes beaucoup plus ténus. Des petits coups dans le mur, une porte qui s'ouvre... Mais ça s'arrête à ça. Des manifestations au superlatif. Hein? Les mots écrits dans le mur ou la voix qui dit « Je suis le diable ». On voit plus ça. Et j'ai moi-même posé cette question-là à des parapsychologues. Pourquoi ces phénomènes-là n'existent plus sous cette forme-là? Est-ce qu'il faut conclure que ces manifestations de la fin du 19e siècle, qui étaient tout à fait spectaculaires, est-ce que ces manifestations-là étaient simplement des trucages? Et aujourd'hui, comme il est plus facile et plus difficile de tromper des gens parce qu'on a des systèmes de caméras, on a toutes sortes de moyens de vérifier l'acuité des événements, est-ce que c'est pourquoi ça ne se produit plus? Et les parapsychologues sont assez divisés là-dessus. Je te dirais que l'un des éléments qui revient le plus souvent, c'est non, ce sont les jeux vidéo qui ont tué les poltergeists. Ah oui? Et quand je dis les jeux vidéo, on s'entend, c'est entre guillemets. En fait, les parapsychologues croient qu'aujourd'hui, les jeunes, hein, parce qu'à l'époque, bon, Esther Cox a 18 ans, mais dans bien des cas, on avait des adolescents. Bon, c'est souvent des gens qui vivent dans une espèce d'environnement un peu comme dans une forme d'ostracisme. Ils sont isolés au sein même de leur famille, et c'était vrai dans le cas d'Esther Cox, c'était vrai dans le cas des poltergeists de la famille Dye, mais c'était vrai également en 1969, lorsqu'il y a eu le fameux poltergeist d'Acton Vale, où là, on avait des manifestations qui étaient assez extraordinaires, et on avait même reçu sur les ondes de Radio X un des prêtres qui s'était rendu sur place et qui avait été témoin de ces manifestations. Et souvent, l'agent du poltergeist, quel que soit son sexe, quel que soit son âge, c'est quelqu'un qui est un peu comme en ostracisme avec le reste de la communauté ou le reste de la famille. Et on dirait que les parapsychologues émettent une hypothèse. Encore une fois, je le rappelle, on l'entend venir au grand galop, notre licorne. Donc, on se rappelle, c'est une hypothèse. Mais les parapsychologues émettent l'hypothèse qu'aujourd'hui, les gens qui vivent de ces troubles émotifs ont plus de moyens d'extérioriser cette violence ou cette colère qu'ils en avaient à la fin du 19e siècle. Et ces moyens-là, ils sont énormes autour de nous. Par exemple, on peut imaginer l'adolescent un peu frustré qui, finalement, au lieu de s'enfermer dans sa chambre sur son lit en maudissant, par exemple, d'avoir été un peu la tête de Turc en classe, là, le voilà, il rentre chez lui, puis il va décharger cette agression en sortant, par exemple, sa manette Nintendo et en se faisant une partie, un jeu, en allant tuer des méchants, par exemple, Tu comprends? Donc, il y a des exutoires qui sont différents, et selon les parapsychologues, l'hypothèse qui est émise, c'est que ce sont ces exutoires qui, aujourd'hui, canaliseraient cette forme d'énergie, ce qui ferait que les phénomènes de poltergeist ou superlatifs, comme ceux qu'on voyait à la fin du 19e siècle, seraient moins présents aujourd'hui qu'ils ne l'étaient il y a un siècle. Très intéressant. Donc, je n'ai pas, là, comme le dirait si bien Yannick, enfin, une histoire où il n'y a pas de coït interrompu, dans la mesure où je ne l'ai pas la solution. Je crois, et là, je parle bien, on s'entend bien sur le mot croyance, je crois que l'ensemble des manifestations rapportées dans l'affaire Esther Cox étaient authentiques. Je crois pas qu'Esther Cox ait pu tromper tous ces gens-là pendant de longs mois de cette manière-là, et surtout pas si on se réfère au compte-rendu de l'époque. Mais bien sûr,
notre mesure, notre étalonnage n'est rien d'autre que les témoignages de l'époque. Donc, dans quelle mesure ces témoignages-là sont rigoureux, dans quelle mesure on avait mis des mesures de contrôle à certains moments. Lorsque Hubbles raconte, par exemple, qu'une chaise poursuivait Esther Cox, je me rappelle des policiers à St. Catharines en 1970 m'ont raconté exactement la même histoire. Ils avaient vu des tables, des chaises qui dansaient autour de la table de la cuisine. Et il n'y avait personne dans la pièce en question. Et là, on parle de plusieurs policiers qui ont tous été témoins de ça. Et non seulement ont été témoins, mais ils l'avaient rapporté dans leur compte-rendu journalier. Hein? Donc, comme je disais à Yannick, quand les policiers en sont rendus à mettre ça dans leur rapport de police, c'est qu'il y a quelque chose de sérieux, parce qu'on comprend bien qu'au poste, ils vont être l'objet de quelques plaisanteries, hein, quand leurs collègues vont lire les rapports de police. Et par la force du nombre aussi, Christian, quand il y en a plusieurs qui relatent les mêmes événements, on peut commencer à se poser des questions. Oui, je vais toujours me rappeler, dans le cas du poltergeist de St. Catharines, je te fais un aparté là-dessus, mais le premier policier à avoir été témoin de ces manifestations fait un rapport, et ça se passait en soirée. Et le policier suivant, donc un dénommé Richardson, qui est arrivé au poste le lendemain matin, il me racontait, il dit, quand on arrive le matin au poste, on regarde les comptes rendus, hein, les rapports qui ont été faits durant la nuit, pour voir si on doit donner suite à certaines interventions policières. Il dit, je tombe sur le rapport de police de mon collègue, l'agent Crawford, et il dit, la première chose que je remarque en commençant la lecture de son rapport, c'est qu'il commence en disant, je n'avais pas bu et je n'avais consommé aucune drogue. Il dit, quand un collègue policier commence un rapport avec ces mots-là, t'as hâte de lire la suite de ce qui va venir, tu sais. Donc, donc ça, c'était pour le poltergeist de St. Catharines. Mais dans le cas d'Esther Cox, bien sûr, on est trop loin, 1878, on ne sait pas quelles étaient les mesures de contrôle qui ont été mises en place, dans quelle mesure les récits rapportés par les témoins, tant dans la presse que rapportés par exemple par Hubble dans son livre The Great Amherst Mysteries. On ne sait pas dans quelle mesure tout ça est proche de la réalité. Mais si on se fie à l'ensemble des témoignages, la quantité des témoignages, tout le décorum qu'il y a eu autour de cette histoire-là pendant des mois, j'aurais tendance à croire que certaines des manifestations étaient authentiques. Quant à donner une explication aux phénomènes rapportés, je n'en ai absolument pas la moindre idée. Et je pense que c'est toujours ce qui fascine aujourd'hui les parapsychologues, entre guillemets, sérieux, qui s'intéressent à ces phénomènes, c'est qu'il y a quelque part des histoires comme celle d'Esther Cox qui résistent aux explications rationnelles et qui nous interrogent, est-ce qu'il y aurait quelque chose au-delà des sens connus qui pourraient se manifester et produire dans l'environnement des phénomènes tout à fait extraordinaires. C'est la grande question des phénomènes paranormaux, effectivement. Qu'en est-il de ce dossier-là en question de la possession d'Esther Cox? Est-ce que c'est demeuré non résolu, et ce depuis le 19e siècle? Oui, absolument. Donc aujourd'hui, personne, on n'a pas trouvé, évidemment, si on se réfère par exemple à une littérature sceptique, sans preuve à l'appui, on va dire, voilà, Esther Cox a réussi à tromper ces gens-là, c'est elle qui bougeait les meubles, c'est elle qui faisait ceci, c'est elle qui faisait cela, mais malheureusement, tous les gens sceptiques ou croyants, on doit tous se référer aux mêmes sources. Et les sources sont les articles de journaux de l'époque. Donc on ne peut pas... Si tu es sceptique, tu dois lire entre les lignes, puis si tu es croyant, tu dois lire entre les lignes, tu comprends? Donc, il n'y a pas quelque part dans un article qui dit « Ah, on a surpris Esther Cox en train de pousser une chaise ». Non, il n'y a pas ça. Donc, lorsque les sceptiques disent « voilà, peut-être que Esther Cox a poussé la chaise, peut-être que c'était pas aussi précis que ça, peut-être qu'il n'y avait pas de gens dans la pièce », mais tout ça ne sont que des spéculations qui ne servent que le discours que tu vas entretenir. Si tu as un discours sceptique, évidemment, tu vas spéculer de manière à te donner raison, si je puis dire. Et si tu es croyant, tu vas te référer à ce qui est rapporté dans la presse en faisant fi de tous les éléments qui pourraient être discordants pour donner du poids à l'histoire de fantômes. Mais je te dirais qu'aujourd'hui, 140 ans après les événements, personne n'a la réponse absolue dans l'affaire d'Esther Cox. Est-ce qu'elle est vraie ou non? Une chose est certaine, après les événements, donc après s'être mariée une première fois, elle décède de son mari, ensuite elle déménage aux États-Unis, elle va prendre le nom de Shanahan, où elle va décéder quelques années après. Jamais Esther Cox n'est ressortie de l'ombre, entre guillemets, pour évoquer des histoires de fantômes ou une manifestation semblable. Ça a été une courte période qui a duré quelques mois entre l'automne 1878 et, disons, l'été 1879 à peu près. OK, 19h37 minutes. Christian, on va faire une courte pause et au retour, ce sera la question d'un auditeur de la semaine. Oui, absolument. Radio X Files avec Christian Page et Marceau. Radio X.
19h40. Merci d'être là sur les ondes de Choix 98.1 Radio X pour Radio X-Files, que ce soit sur les ondes ou via le Facebook Live. On est déjà rendu au dernier bloc, Christian, le moment où on répond à une question d'un auditeur. Et cette semaine, ça concerne des cosmonautes russes en perdition. Oui, c'est une histoire qu'on appelle les cosmonautes fantômes. Et j'ai décidé de répondre à cette question qui m'a été posée il y a quelques semaines. Mais cette semaine, il faut dire que la mi-juin de cette année correspond à l'époque, en 1963. À la mi-juin, c'était le vol en Russie de Valentina Tereshkova, qui est devenue la première femme à voyager dans l'espace. Et je trouvais que c'était une bonne occasion pour répondre à cette question sur les cosmonautes fantômes, parce qu'on en a parlé au début de l'émission, cette histoire de Vénus, les sondes sur Mars. Quand on regarde ça aujourd'hui, on a l'impression que ça nous est tout à fait familier. On allume notre téléviseur et on suit ces exploits-là directement à la télévision, sur nos tablettes, sur nos ordinateurs. On voit ces images-là et tout ça, ça fait partie de notre paysage. Oui. Mais on oublie que dans les années 50 et 60, la conquête de l'espace était un enjeu politique très important, un véritable bras de fer entre les Soviétiques de l'époque, devenus les Russes maintenant, donc entre les Soviétiques et les Américains, pour qui seraient les premiers dans l'espace, qui les premiers seraient sur la Lune. Et dans l'effervescence de cette course à l'espace, des gens à travers le monde, bien sûr, suivaient cette épopée, et c'est là que va arriver notre histoire des cosmonautes fantômes. Alors là, je te ramène, on est en Italie, on est dans la région de Turin, en Italie, on est dans un petit village qui s'appelle San Maurizio Cavanese, et là, on a deux frères, des jeunes adultes, les frères Achille et Giovanni Battista Giudicia Cordiria. Et ce sont des fanatiques des radioamateurs. Donc, chez eux, juste à côté de leur maison, il y a une espèce de bunker qui date de la Deuxième Guerre mondiale. Donc, déjà, dès l'adolescence, les jeunes se sont livrés à acheter toutes sortes de surplus de l'armée américaine, des radios, des transmetteurs. Ils ont fait des espèces de bricolage de tout ça. Ils ont assemblé ça dans cette espèce de bunker. Et lorsque la course à l'espace débute, bien sûr, ils vont utiliser des antennes pour essayer de se brancher sur tout ça. Et comme la Russie est plus proche que les États-Unis, puis il faut dire aussi que les Russes sont beaucoup plus secrets. Les Américains, eux, annoncent d'avance ce qu'ils vont faire. Ils disent, telle date, on va procéder au lancement de telle fusée avec tel astronaute. Donc, on peut déjà suivre à l'avance les progrès du programme spatial américain. Mais les Russes sont beaucoup plus secrets. On ne sait pas trop ce qu'ils font. Et lorsqu'ils annoncent un vol, ils l'annoncent après coup. Donc, c'est pas avant. Donc, le premier homme dans l'espace, par exemple, Yuri Gagarin, on est en avril 1961, le 12 avril 1961, les Russes n'ont pas annoncé avant qu'ils enverraient un homme dans l'espace. Tu comprends? Donc, ce n'est que le lendemain, le 13 avril, qu'ils disent « Oh, on a envoyé un homme dans l'espace. » Donc, on l'annonce après coup et après que la mission soit couronnée de succès. Tu comprends? Donc, les échecs, on ne le sait pas. Ça se peut qu'il y ait eu des missions qui n'ont pas été annoncées puis qui se sont révélées être des échecs et on n'en a pas parlé. Parce que les Soviétiques, bien sûr, ne veulent pas ternir leur image. Et c'est un peu dans cette idée-là de la non-transparence de l'Union soviétique qu'arrive notre histoire. Donc, on a nos deux frères, Cordiglia, qui s'intéressent à la radio amateur, qui branchent leur système un peu rafistolé, bricolé, qui écoutent les Russes. Ils sont pas seuls. Ils ont autour d'eux toutes sortes d'amis qui écoutent avec eux pratiquement 24 heures sur 24 ce qui se passe dans le ciel de l'Union soviétique. Et là, ils vont raconter. En fait, c'est un article qui va paraître en 1965, en avril 1965, dans les pages du magazine Sélection du Reader's Digest, qu'on connaît bien, qui existe encore aujourd'hui, qui va publier pour la première fois cette histoire. Et là, nos deux jeunes radioamateurs italiens disent que durant les premières années de la conquête de l'espace, ils ont capté des signaux de détresse apparemment venant de l'espace, émis par des cosmonautes soviétiques, parce que il faut savoir que les voyageurs de l'espace ont différents noms. Les Américains les appellent les astronautes, les Soviétiques les cosmonautes, les Chinois ce sont des taïkonautes. Donc, dans le cas de nos astronautes russes, nos cosmonautes, donc les jeunes livrent aux sélections du Reader's Digest cette information tout à fait spectaculaire. Ils auraient capté à au moins 2 reprises
des signaux de détresse provenant de cosmonautes en perdition dans l'espace. Donc, il y a une première fois, ils disent en novembre 1960, ils ont capté d'un point précis dans le ciel un cosmonaute qui lançait comme message, parce que l'un d'entre eux, il faut bien s'entendre, on est en Italie, nos frères Cordiglia sont entourés d'amis, dont un parle le russe. Et là, il dit, voilà, on a entendu un message, et le message disait « SOS à toute la Terre, SOS à toute la Terre ». Donc, on répétait ça, mais on n'a pas plus d'informations. Et ça, c'était le 28 novembre 1960. Et les frères Cordiglia ajoutent, ils disent, ce n'est pas le seul message. En mai 1961, on a capté un autre message, cette fois de 3 cosmonautes dans une cabine spatiale, dont il y avait 2 hommes et une femme. Et là, c'est quand même étonnant parce qu'on est quand même 1 mois avant la première femme dans l'espace, qui était Valentina Tereshkova. Et là, ils disent, voilà, on a entendu ce message. Et ce message disait... Grosso modo, les conditions s'aggravent. Il fait de plus en plus chaud. Pourquoi ne répondez-vous pas? On ne cesse de ralentir. Le monde ne saura jamais rien de nous. Et ce message était transmis par la voix d'une cosmonaute russe que les frères Cordiglia avaient baptisée Ludmila. Et écoute, on se fait un petit plaisir. Voici le message de détresse de Ludmila. Oh, ça donne des frissons, ça. Donc, on a ce message. Et là, donc, écoute, on est fasciné par ça. On se dit, donc les Russes, les méchants Russes, ils ont envoyé des astronautes dans l'espace, ils ont eu des échecs de mission, ils nous ont rien révélé. Et n'eût été de ces enregistrements, de ces messages publiés par les frères Cordiglia, on n'en aurait jamais rien su. Mais en réalité... tout ça est peut-être rien d'autre qu'une arnaque, une belle histoire qu'on aime se raconter. Parce que d'abord, il y a plusieurs éléments dans cette histoire-là qui ne fonctionnent pas. Donc, cette histoire de SOS, le premier message SOS que disent les frères Cordiglia qu'ils ont capté, ça venait d'un point précis dans l'espace. Il faut savoir qu'au niveau des radios amateurs, il faut au moins 3 tours de transmission pour faire un calcul, pour pouvoir déterminer le point d'émission. Donc, à partir d'une seule antenne basée dans ta cour, tu peux pas déterminer d'où le message vient. Oui, en tout respect, ça semblait être un équipement un peu de brousse, là. Oui, c'est ça. Quand je dis bricolage ici, il faut bien s'entendre. Hein? C'était du bricolage. Donc, ils entendent ça. Donc, bon, on reste un peu froid à ça. On se dit, wow, que vaut cette information? Et le message qu'on entend ici, ce message de détresse qu'on a fait entendre aux auditeurs, il faut savoir qu'il est entendu en mai 1961. Donc, on est à la même époque où les Russes vont envoyer Yuri Gagarin dans l'espace. Hein, donc, et à l'époque, les Soviétiques n'ont pas de vaisseau spatial capable de contenir 3 passagers. Hein. Les vaisseaux de l'époque étaient des capsules qu'on appelait des capsules Vostok, et les Vostok étaient construites uniquement pour un seul cosmonaute. Donc, lorsque les frères Cordiglia nous disent, voilà, on a capté ce message, 3 cosmonautes en perdition dans l'espace, désolé, mais les Russes n'avaient pas à cette époque-là une capsule capable de contenir 3 cosmonautes. Donc là, on a déjà un problème. Et encore une fois, le fait d'imaginer que dans l'équipage de ces 3 cosmonautes, il y avait une femme, c'est quand même un peu surprenant parce que les femmes vont entrer dans le programme spatial soviétique des mois après ça. Donc, on a déjà ici un petit problème. Donc, on ne sait pas trop, et quand va arriver, bon, il y a un doute qui s'inscrit, on entend parler de cette histoire-là, qui est souvent rapportée dans une espèce de littérature complotiste et fantastique dans les années 60 et 70. On aime bien diaboliser les Soviétiques, on les pointe du doigt, c'est les méchants Russes, hein. Mais lorsque va arriver, par exemple, la perestroïka, l'effondrement du régime communiste, les archives du programme spatial soviétique vont être accessibles, vont être révélées, et on ne va rien trouver là-dedans qui permet de croire à la réalité de ces histoires de cosmonautes fantômes en perdition dans l'espace. Donc, ça ne repose sur à peu près rien. On a ces histoires-là des 2 frères Cordiglia. D'ailleurs, il faut dire que ces messages-là, au moment où ça se passe, cette course à l'espace, à travers le monde entier, il y a des radios amateurs qui suivent les communications de ces échanges entre les astronautes et la station spatiale au sol.
sol, hein, c'est la station spatiale de Baïkonour, et les frères Cordiglia sont les seuls à capter ces messages-là. Donc, on commence à se questionner comment se fait-il qu'ailleurs dans le monde, et principalement, tu comprends que les Américains ont un œil sur l'Union soviétique à l'époque. Hein? Oui. Des services comme la CIA et d'autres agences ont des antennes relais partout dans le monde et on suit à la trace tout ce qui se fait dans le programme spatial soviétique et eux n'ont jamais entendu ou capté le moindre signal qui laisserait croire à des équipages en perdition. Et là, voilà que les frères Cordiglia racontent cette histoire tout à fait fantastique. Aujourd'hui, lorsque l'on parle de ces histoires de cosmonautes fantômes, qui circulent encore beaucoup, hein, il y a beaucoup de gens dans le milieu du paranormal ou des théories du complot qui aiment diaboliser des agences comme la CIA, la NSA, la NASA, le programme spatial soviétique. En fait, toutes les agences gouvernementales sont un peu